470, deuxième session. Donc voilà, j'étais assez satisfait. Mon score final, j'ai eu 427, nouveau score. Bonsoir à tous, quatrième épisode donc des secrets d'admission, en compagnie ce soir donc de Mathias. Bonsoir. Bonsoir. Et de Candice. Bonsoir. Donc voilà, un secret d'admission. Alors chaque épisode, alors on a enrichi cette fois avec deux participants cette fois. Pour ne rien vous cacher, pour l'épisode de demain, on sera cette fois à 4, avec un programme qui vous sera dévoilé. Donc voilà, l'idée de ce nouveau format, c'est de le rendre un peu plus interactif, avec deux profils qui sont quand même très différents. Donc de côté Mathias qui a exploré la voie des admissions internationales en venant d'I Madrid, en intégrant l'ESSEC, et Candice avec un parcours cette fois cocorico franco-français à SAS pour terminer cette année à l'ESCP. Donc pour commencer, je vais laisser chacun se présenter, peut-être commencer par Mathias. Moi, ce qui m'intéresse surtout, parce qu'il faut savoir qu'il y a un public de personnes à la fois concernées par les AST, qui sont déjà en cursus universitaire ou déjà en bachelor. Il y a aussi des gens un peu plus jeunes, peut-être au lycée, qui ont aussi des questions à se poser. C'est déjà sur la première étape, le premier choix d'orientation avant de faire une admission sur titre, qui hésite peut-être entre une classe préparatoire, aller à la fac ou partir à l'étranger. Donc voilà, Mathias déjà expliqué un petit peu ton parcours, incluant le lycée. Comment tu as fait tes choix déjà d'orientation? Est-ce que tu as hésité avec une prépa, faire la fac et parmi d'autres choix à l'étranger, comment tu as fait le choix d'IE, ton choix de cursus, puisque tu étais en BBA? Exactement. Parce que je précise qu'on a eu Clément la semaine dernière dans un autre type de cursus. Toi, tu es dans le cursus, on va dire, le plus commun, le plus standard. Voilà, donc expliquer un petit peu tout ce parcours et comment tu l'as vécu jusqu'au moment d'intégrer l'ESSEC. Donc moi j'étais donc au lycée, je me suis spécialisé d'abord en spé maths, géopo et SES. Ensuite j'ai gardé maths et SES parce que, bon, comme tu l'as dit, je ne savais pas si je voulais faire une prépa ou aller à l'étranger ou aller en fac. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire, mais j'ai gardé les maths. Donc au moment de faire le choix entre la prépa et autre chose, j'ai décidé de partir à l'étranger parce que je savais que au final je pouvais arriver au même endroit que les gens qui seraient allés en classe préparatoire. J'avais les notes et le dossier pour aller en prépa. J'ai été admis dans certaines bonnes prépas, mais j'ai fait ce choix-là parce que je pensais que ça me correspondait beaucoup plus, on va dire en termes de work-life balance. Donc j'ai fait ce choix-là et ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai intégré du coup, comme tu l'as dit, l'IE à Madrid pendant 4 ans, parce qu'on peut commencer à Segovia d'abord, puis aller à Madrid. Moi j'ai essayé de faire l'IE pendant 4 ans à Madrid. Et donc à la suite de ça, j'ai passé le Taj-Maj, rejoint Prepaya. Je me suis préparé en même temps que mon stage de 6 mois. Et j'ai intégré l'ESSEC en parcours grande école en septembre. Très bien. Voilà. Alors, si on revient un petit peu vraiment sur la partie terminale, est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus concrètement comment c'est... voilà. Tu as fait un dossier peut-être Parcoursup, je ne sais pas si tu as fait aussi UCAS. C'était quoi tes notes à peu près? Et quelles étaient les options que tu avais sur la table? Et vraiment... Concrètement, voilà, le nombre voilà des écoles, concrètement. etc. Voilà, parce que là, il y a des jeunes là, ils sont en rentrée de terminale par exemple. Ils se posent 36 000 questions. Vraiment, comment tu l'as vécu en terminale? Est-ce qu'il y a eu des évolutions? Et je pense qu'un point qui serait intéressant aussi, ce serait par rapport à tes notes, dire aussi les options que tu avais sur la table au moment de faire ton choix. Ouais. Donc nous, c'était une année assez particulière parce qu'on est l'année Covid, on était en plein dedans, donc les 2003, le bac passé en 2021. Donc j'avais environ, pendant tout mon lycée, j'avais 16, 17 de moyenne. Faut savoir que moi j'ai fait ce qu'on appelle le bachi-bac. Donc c'est le bachillerato espagnol et le bac en français. Donc c'est un double cursus comme le Habib Bac par exemple avec l'allemand. Donc j'avais cette appétence à aller en Espagne. Donc concrètement, j'ai fait tous mes choix sur Parcoursup. Donc j'ai mis principalement des prépas. J'ai mis aussi Assas en droit. J'avais hésité avec le concours Access, mais je savais que ça ne me donnerait pas les mêmes opportunités que de partir à l'étranger, forcément.
Et donc en termes de prépa, j'avais eu quand même, j'avais eu Hoche, j'avais eu Janson de Sailly En ECG? en ECG, Mhm. spé éco, enfin en maths appliquées, Ok, c'était ça. ok. Parce que du coup, Euh, tu n'avais pas pris maths experte en terminale. J'avais pas pris maths experte, Ok. mais mon lycée Maths était co- quand même, j'avais juste pris la spé Ok. maths, mais mon lycée était quand même, voilà, il y a une prépa, etc. C'était quoi comme lycée? C'est Marie Curie. Euh, Où donc ça? il y a une prépa, on partage des profs avec la prépa La Canale, qui est assez Ok, connue. d'accord. Donc voilà, c'était un assez bon niveau de maths. Mais voilà, j'ai décidé donc de partir à l'étranger. Et en termes de Donc c'est dans le 92, c'est ça? 92, c'est ça. Ok. En termes d'université, j'avais eu Assas en droit. Mhm. Et ensuite, je sais plus vraiment ce que j'avais eu, mais voilà, je savais avant les résultats Parcoursup que j'étais admis à l'IE. Et donc pour mon dossier de l'IE, bah, je m'étais préparé avec une prépa, on va dire, qui m'aidait à faire de l'anglais, etc. J'avais aussi appliqué à l'ESAD. Ok. Et vu que moi, je savais que je voulais partir en Espagne, bah, d'où mon bac, j'avais appliqué qu'à ces deux-là. Je voulais pas vraiment aller en Angleterre, même si je savais que ça m'était accessible avec les notes que j'avais, ni à d'autres écoles comme, je sais pas, HEC Montréal, à la Bocconi ou autre. Donc voilà, donc j'ai Ouais, par fait. exemple, McGill et Bocconi, non, ça te... Ouais, McGill et Bocconi, ça me tentait pas plus que ça. Hmm. Moi, je savais que à l'IE, j'allais étudier en anglais, apprendre l'anglais. Je parlais déjà espagnol, donc je savais que j'allais très bien m'intégrer dans la ville. L'Espagne, c'est un pays que je connaissais déjà assez bien, donc je savais que ma vie là-bas serait voilà, celle que je voulais qu'elle soit pendant mes études. Euh, donc voilà. Très bien. Donc vous avez failli être dans la même fac finalement, peut-être. Mm. Ceci dit, je pense que à ça, c'était vraiment pas... Bon, t'as mis ça... Non, j'ai mis Assas histoire en de droit, quoi. histoire de. Tu l'as jamais vraiment considéré, du coup. Non, j'ai pas vraiment considéré. D'accord. J'ai pas vraiment considéré. Moi, je savais que je voulais aller en école de commerce. Voilà, au final, finir en parcours grande école en France. C'était mon objectif depuis le départ. Mhm. J'y suis arrivé. Mais justement, alors, comme Clément l'a très bien rappelé, beaucoup de gens associent IE au BBA. Oui. Alors, ce qui m'intrigue dans ton parcours, c'est que, ok, t'as mis BBA, mais t'as mis droit à SAS. Pourquoi pas l'inverse? Pourquoi, par exemple, t'aurais pas mis... parce qu'il y a des cursus en droit Bien sûr. à l'IE. Est-ce que déjà, tu pourrais rappeler un peu les cursus? Parce que beaucoup de gens pensent que IE, c'est que des BBA, notamment des Français. Est-ce que tu as croisé des Français dans d'autres types de parcours? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Oui, En j'ai fait, croisé qu'est-ce que des. ça englobe IE Madrid comme parcours? Bah, l'IE, on va dire que on va dire que c'est un peu un modèle anglais ou américain. Donc il va y avoir des schools au sein de l'école, mais l'université représente plein de disciplines. Donc on va avoir bah, business avec le BBA, economics, donc avec le bachelor in economics qui se fait en 4 ans aussi. On a law, donc le droit. On a un nouveau bachelor en data analysis, qui est maths. Donc je ne sais pas ce que ça donnera. Euh, on a aussi bah, relations internationales, ce que Clément a fait. Et je crois que c'est à peu près tout. Si, il y a aussi PPLE, donc c'est Politics, Philosophy, Law and Economics. Donc c'est c'est un cursus extrêmement divers qui t'ouvre plein de portes. Donc voilà, il y a toutes ces disciplines au sein de l'IE. Donc ça marche par école, donc il y a la Law School, la Business School. Et donc moi j'ai choisi de faire le BBA qui est un peu le cursus phare de l'IE et où il y a le plus d'étudiants, quoi. Super. Candice, à ton tour, est-ce que tu peux expliquer ton parcours, ce que tu as fait au lycée, tes choix, et comment tu as vécu ton parcours à SAS avant d'intégrer le CP? Ouais, moi j'étais au lycée, j'étais à Franklin. Mhm. Et pendant tout le lycée, j'avais des plutôt bonnes notes. En première, j'ai décidé de prendre les spé SES, Géopo et maths. Et en terminale, j'ai lâché les maths pour prendre l'option maths complémentaire et continuer la Géopo et la SES. Ok. Et à Franklin, c'était un peu spécial parce que l'option... Avec maths complémentaires peut-être? Ouais, maths complémentaire. Mm. Et l'option, au lieu de durer 3 heures, elle durait 4 heures dans la semaine. Donc c'était quand même une bonne option, bien vue. Et parce que j'étais vraiment nulle en maths, j'aimais pas les maths, je travaillais pas bien les maths. Et pour Parcoursup, j'avais un plutôt bon dossier autour de 14-15. Et pour Parcoursup, j'ai vachement postulé en droit. Par exemple, au collège de droit de la Sorbonne, au collège de droit d'Assas, au collège d'éco d'Assas. J'ai
postulé aussi dans des prépas comme Janson de Sailly en ECG, où j'ai été prise aussi, Saint-Michel de Picpus. Très bonne prépa aussi. Et en fait, je me suis rendu compte que je voulais pas partir en prépa parce que j'aimais pas les maths. Et donc, j'allais pas être heureuse. Et donc, j'ai décidé, j'avais été admissible au collège de droit de la Sorbonne et d'Assas, mais j'avais pas été prise. Ni dans l'un ni dans l'autre. Okay. Ni dans, ouais, aucun des deux. Et donc, finalement, j'ai décidé de rejoindre le collège d'éco d'Assas, qui nous présente 2 filières, une filière droit et une filière ingénieur. Et moi, j'ai décidé d'aller dans la filière droit pour profiter des cours en droit d'Assas, qui est quand même une université réputée pour le droit. Et j'ai été très heureuse à Assas, globalement. Alors, j'ai beaucoup entendu droit dans ton parcours. Ouais. Alors, je ne savais pas que tu étais à Franklin. Je suis content parce que Franklin sont nos voisins. Hein, c'est juste en face dans la même rue. Et j'ai souvent tendance à ironiser en disant qu'on a au final très très peu d'élèves de Franklin. Parce que, j'en parlais il n'y a pas longtemps, hein, je m'en parlais avec un élève de Saint-Lan, Fénelon-Sainte-Marie. Ouais. En fait, le débat, c'était de considérer qu'il y a des lycées qui poussent beaucoup plus que d'autres à faire certains cursus. Il y a des lycées très sensibles à l'international, il y a des lycées qui ne jouent que par la prépa, il y a des lycées qui sont peut-être un peu plus ouverts aux admissions sur titre françaises, etc. Et le sentiment que j'ai par rapport à Franklin, c'est que les élèves sont quand même vachement tournés sur la classe préparatoire. Ouais, un peu comme à Stan. Et c'est pour ça que je rebondis sur le droit. On a l'impression que les rares personnes qui s'égarent un petit peu à la fac comme dans de Franklin, c'est pour faire avocat ou peut-être médecin. Oui. Donc peut-être que toi, à la base, tu étais plus parti sur un cursus juridique. Oui, complètement. Parce que sincèrement, des gens à la prépa qui ont fait une fac d'éco après Franklin, on en a très peu. Oui. Très peu. C'est vrai que Franklin nous pousse vachement à aller en prépa parce que déjà, il y a la prépa Franklin. Le rythme au lycée est hyper soutenu. Donc, on se dit, quitte à avoir fait le lycée à Franklin, c'est qu'on doit être capable de faire une classe préparatoire, qu'on a les ressources suffisantes, etc. Et juste, moi, je pense que je me suis suffisamment écoutée pour savoir que peut-être que j'avais les capacités pour travailler suffisamment comme ce que la prépa demande. Mais j'aimais vraiment pas suffisamment les maths. Et c'est vrai qu'on est assez peu nombreux dans une promotion à Franklin à partir en droit dans une fac. Moi, du coup, je ne suis pas partie en droit, même si j'ai fait du droit, mais en soi, ce n'était pas le droit ma matière principale. Mais on n'est pas très nombreux. Et pour autant, j'ai encore pas mal de mes amis qui viennent de Franklin, qui ont fait des prépas, qui ont été très heureux aussi. Mais c'est vrai que je me suis un peu écartée du schéma traditionnel d'un élève de Franklin. Du coup, ce qui t'a attiré dans le parcours à Assas, c'est son côté sélectif. Dit autrement, si tu avais été accepté au collège de droit de la Sorbonne ou d'Assas, oui, je serais allée au collège de droit. En fait, je ne serais pas allée en licence d'éco-gestion, par exemple, à Assas, parce que selon moi, ce n'était pas sélectif. Et c'est à partir du moment où j'ai eu le collège d'éco, où j'ai vu que c'était des classes de 30-35 élèves, où déjà, il y a une dimension beaucoup plus compétitive, stimulante, etc. C'est vraiment une des raisons principales pour lesquelles j'y suis allée. Ouais, par contre, si j'avais eu le collège de droit de la Sorbonne ou celui d'Assas, j'aurais fait ça, je pense. Très bien. Et est-ce que tu pourrais un peu mieux expliquer, parce que c'est un peu confus dans l'esprit des gens. Je vais peut-être même anticiper sur un futur webinaire qu'on fera avec Félicie, qui elle a fait le CMI. Ouais. Quand les jeunes vont sur Parcoursup, ils ne comprennent pas toujours. Hein. Il y a cette fameuse licence économie-gestion. Il y a ce collège orienté droit comme celui que tu as fait. Il y en a un qui est éco dans une licence d'éco. Ouais. Et il y a ce fameux CMI un peu bizarre sur 5 ans qui ressemble à une école d'ingénieur. Et pourtant, vous vous retrouvez tous dans les mêmes amphis, de ce que je comprends. Oui. Donc, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne et pourquoi, selon toi, ton cursus était le plus adapté à ta situation par rapport à ceux qui font le CMI ou ceux qui sont dans le collège dit analyse économique, ouais, c'est ça? Exactement. Voilà, analyse économique. En fait, le point commun entre la licence d'éco-gestion, le collège d'économie et ces 2 filières et le CMI, c'est la licence d'éco-gestion, parce qu'on va avoir tous les amphis en commun ensemble. Donc, la majorité de nos cours sont pareils. Et donc, juste la différence entre les 3, c'est que la licence d'économie et gestion, ils ne vont pas avoir de cours supplémentaires. Le collège d'économie filière droit, on a 6 heures de cours en plus par semaine, en droit pour ceux qui veulent, et en analyse économique, donc un peu plus de microéconomie, macroéconomie. Et quand on sort du collège d'économie, peu importe la filière, on est doublement diplômé.
de la licence d'éco-gestion et aussi d'un diplôme universitaire soit en droit, soit en analyse économique. Et pour le CMI, c'est encore différent. C'est un diplôme qui se fait en 5 ans. Donc, on est inscrit pour 5 ans. Donc, quelqu'un qui rentre au CMI à Assas n'a pas besoin de trouver un master, par exemple. Le master est compris. Et là, je crois vraiment que dans le CMI, et ce que mes amis m'en disent, c'est qu'il y a vachement plus de projets de groupe, des expériences professionnelles qui sont obligatoires, contrairement à quand on est au collège d'économie ou dans la licence. Donc, c'est pour ça surtout. En fait, on a un énorme tronc commun tous ensemble, mais on se différencie par les cours supplémentaires qui sont très différents. Très bien. Alors, je vais faire une petite digression, ça n'a rien à voir. Il y a une université qui n'a pas été mentionnée, qui est pourtant très présente dans l'esprit des jeunes, c'est Dauphine, qui a un campus à Madrid. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, à l'époque de Dauphine? Et moi, Dauphine... Parce que Dauphine avait quand même ce petit avantage de répondre à ton problème géographique. Exactement. Dauphine, j'ai postulé, mais pas à Madrid, donc seulement à Paris. Et donc malheureusement, j'ai pas été pris, mais c'était mon deuxième choix après Lyon. C'est vrai que j'ai oublié de le mentionner. Donc c'était mon deuxième choix parce que je trouvais que c'était un bon équilibre entre la prépa, parce qu'il y avait pas mal de maths, et donc ça te donnait des possibilités qui étaient assez similaires. Et voilà, il y a un bon équilibre entre la prépa et la fac. Après, Dauphine à Madrid, je n'ai personnellement jamais rencontré de personnes qui étaient à Dauphine à Madrid. Je crois que c'est des toutes petites classes. Donc voilà, je pourrais pas t'en dire plus là-dessus. On a eu une élève à la prépa qui a fait... C'est très rare. Hein. C'est vrai qu'en général, ils partent plutôt à Londres. En termes de campus, Londres a quand même beaucoup plus la cote, mais ça existe. Mais bon, visiblement, c'est pas des gros effectifs. Non. D'accord. Et toi, du coup, Dauphine, c'est quelque chose qui avait... Moi, Dauphine, j'avais pas postulé parce que en postulant au collège d'éco à Assas, comme je faisais du droit, ça me tentait beaucoup plus et c'était une dimension que j'avais pas trop repérée à Dauphine. Et je savais que c'était excellent, mais je savais aussi que je serais plus heureuse en faisant aussi du droit. J'aurais pas aimé faire une... Alors, Dauphine est surtout connu pour les parcours en éco, mais savoir qu'on peut aussi faire du droit à Dauphine. Dauphine a de très bons masters en droit des affaires, en fiscalité. Et il y a la possibilité, on a déjà vu passer des parcours comme ça à la prépa, donc dès la première année à Dauphine, de faire un parcours qui mène en fait jusqu'à ces fameux masters de droit. C'est toujours dans la même filière LSO. De toute façon, entrer en Dauphine, c'est LSO ou le cursus en mathématiques appliquées. C'est assez rare, mais très récemment, on a eu un cas à la prépa comme ça qui a attiré mon attention. C'est quelque chose qu'on va regarder, mais c'est assez rare. En général, les gens vont à Dauphine, soit en parcours maths, soit en parcours... Mais récemment, j'ai découvert ce cursus juridique. Mais ça représente une part quand même très faible dans les effectifs de Dauphine, où majoritairement les gens sont là pour faire de la finance, quoi, en gros. Voilà, en fait, je parlais de Dauphine parce que quand on étudie les données de Parcoursup, quand même, en termes de dossiers, là, vous avez cité de très bonnes prépas comme Janson de Sailly, des parcours sélectifs. C'est vrai que Dauphine attire beaucoup de candidats. Je vais peut-être poser la question, alors peut-être pas directement vis-à-vis de vous, mais peut-être vis-à-vis de ce que vous en avez constaté. Beaucoup de gens se plaignent que Dauphine a une sélection qui est quand même très variable selon les lycées. Il y a des lycées où beaucoup plus de personnes sont acceptées. On me remonte souvent des informations sur Franklin, sur Saint-Jean. Est-ce que vous, dans vos lycées respectifs, vous avez l'impression... Alors déjà, est-ce que c'est une université qui attirait beaucoup de jeunes ou vous l'avez senti très sélective? Déjà, est-ce que vous connaissez des gens de vos lycées respectifs qui ont intégré Dauphine? Et par rapport à par rapport à votre vision de ce qu'est un bon dossier, est-ce que vous avez l'impression que c'est très sélectif, pas sélectif? Voilà, c'est quoi votre vision de la sélection à Dauphine, déjà, Mathias? Moi, je connais 2 personnes de mon lycée qui sont allées à Dauphine. Honnêtement, ils avaient de très bons dossiers, et des dossiers surtout scientifiques. C'était des maths physiques qui ont finalement décidé de s'orienter vers de l'éco, de la finance. Donc voilà, je connais ces 2 personnes-là, mais oui, honnêtement, c'était des très bons dossiers. Et voilà, moi dans mon lycée, j'avais pas mal de gens qui sont plutôt allés sur la filière Géopo et qui ont intégré Sciences Po. Notamment voilà, dans ma classe, comme je t'ai dit, donc un bac binational, il y a 5 personnes qui ont été admises à Sciences Po Paris. Ah ouais, ok. Ouais, donc c'est quand même beaucoup.
Dans ton lycée ou dans ta classe? Dans ma classe. Ah, dans ta classe, Dans ma classe de Bachibac. Donc c'était quand même assez sélectif. Donc il y a des gens qui venaient d'autres parts, d'autres lycées, etc. Mais oui. Ok. Donc c'était plutôt ça. Et toi, Dauphine, en venant de Franklin, c'est... Et moi, Dauphine, en venant de Franklin, c'était typiquement ceux qui voulaient pas partir en prépa Ouais. et qui avaient de très bons dossiers académiques, mais par contre, éco, commerce classique. Je connais une ou deux personnes de Franklin qui ont dû partir à Dauphine parce qu'ils n'allaient pas en prépa. Ok. Ouais. Du coup, on va pas éviter le sujet de la prépa. Surtout que le fonctionnement des admissions sur titre fait que vous avez quand même 1 an, voire 2 ans de décalage. Du coup, 2 ans, t'as pas fait de césure, Mathias? Non. Donc 2 ans de décalage avec vos petits camarades qui ont fait le choix de faire la classe préparatoire. Donc, où en est le match maintenant que vous êtes arrivé au bout de ce cursus? Vous pensez que vous auriez pu faire mieux, moins bien? Est-ce que rétrospectivement, vous analysez votre choix d'avoir fait une admission sur titre par rapport à votre choix à la classe prépa? Puisque dans vos 2 cas, vous avez du coup été admis en classe préparatoire. Mathias, comment tu analyses ta... Je pense que dans mon cas. Surtout qu'on va revenir un peu plus tard sur d'éventuelles déceptions sur ce cursus AST. Pas de souci. Voilà. C'est quoi ton analyse? Je pense que j'ai fait le bon choix. Honnêtement, j'avais sûrement le profil pour aller en prépa, mais peut-être pas la motivation ni l'envie de m'enterrer pendant 2 ans. À l'IE, quand je suis arrivé, j'avais toujours cette rigueur de travail, ce qui m'a permis d'être assez bien classé dans la promo, même très bien classé. Voilà, je pense que j'ai développé des skills en partant à l'étranger, dans une business school, que j'aurais pas du tout développé en allant en prépa. Et je pense que c'est des choses qui me correspondent beaucoup plus. Je pense que les matières, la finance, etc., ou que ce soit le fait de parler anglais, et donc maintenant de maîtriser 3 langues, c'est des choses que j'aurais pas développées en allant en prépa. Il y a aussi ce qu'on appelle les soft skills, rencontrer des gens, participer à des événements, intégrer des associations, que j'aurais pas pu faire si j'étais allé en prépa. Et moi, je sais que c'est des choses qui, pour moi, sont importantes. Donc voilà, après c'est vrai que la prépa nous donne une rigueur de travail. Clairement, si on intègre l'IE et qu'on veut faire le strict minimum pour passer les cours, on peut. Et sans énormément d'efforts. Voilà, en ayant une charge de travail assez équivalente à celle du lycée, on peut très bien faire son parcours. Mais après, il faut avoir un objectif en tête. Quand on va là-bas, il faut se dire soit je me mets dès la première année à rechercher des stages, à construire mon parcours pro, soit j'ai envie de faire un master après, donc j'aurai un peu plus de temps pour faire ça. Et voilà, je peux peut-être un peu plus profiter, mais il faut garder notre objectif en tête. Donc voilà, donc moi je pense que j'ai fait le bon choix, même si la prépa m'aurait donné des compétences, on va dire, plus théoriques. Je pense que j'ai fait le bon choix. Alors, je vais poser la question un peu plus directement, parce qu'on va revenir sur le sujet un peu plus tard, mais je le mets déjà sur la table, parce que je pense que vous avez été concernés. Il y a une école en particulier qui est très compliquée à avoir par la voie AST, qu'on qualifie même de plus dur à avoir en AST qu'en prépa. Est-ce qu'avec du recul, Mathias, tu te dis pas, peut-être qu'avec 2 ans de prépa, HEC, ça aurait pu le faire? Peut-être pas avec 2 ans, mais peut-être avec 3, je sais pas. Déjà, est-ce que parmi tes camarades de classe qui ont fait une classe opératoire, est-ce qu'il y en a qui ont décroché HEC en classe opératoire? J'en ai 2 dans mon lycée qui sont à HEC là maintenant, qui ont fait une prépa en 2 ans, des cracks. Des cracks, du coup, Non, mais je sais modestie, c'était meilleur que toi au lycée. Au lycée, ils étaient meilleurs que moi, Ok, je vais pas mentir, mais après, voilà, ils aimaient beaucoup les cahiers, comme on peut le dire. Mais voilà, oui, c'est sûr que la prépa m'aurait peut-être permis d'y accéder, mais je sais pas si j'aurais été assez bon en prépa pour accéder à HEC. D'accord. Là où... Donc il y a encore un doute quand même. Non, mais là où en allant en ASTI, je sais que j'avais mes chances pour aller à HEC. Voilà, il y a des profils assez similaires aux miens qui sont rentrés.
Donc voilà, c'est une question de dossier, de timing d'application. Euh, donc voilà. Après, je sais que comme tu me l'as dit, voilà, les critères en AST vont être beaucoup plus, comment dire, peut-être hasardeux qu'en prépa, où on a une note de concours, d'écrit, puis une note d'oral. Soit on est classé dans les 400, soit on ne l'est pas. Voilà. Donc c'est à peu près ça. Et toi, si on fait le bilan rétrospectivement du choix de Ouais. la fac? Moi, je suis hyper admirative des gens qui vont en prépa parce que c'est vraiment une force de travail que je trouve incroyable. Et je me rappelle très bien le jour où j'ai accepté sur Parcoursup le collège d'éco à Assas et que j'ai refusé Janson. J'ai tout de suite regretté et je me suis dit, ah merde, j'aurais pas dû et tout. Et finalement, je suis hyper heureuse parce que, un peu comme dit Mathias, j'ai acquis des compétences hyper différentes de celles de quelqu'un qui va en prépa. Et je pense par exemple à des expériences pro, des stages que j'ai pu faire grâce à mes années à l'université ou même socialement, rencontrer des gens, développer un réseau. Enfin, c'est des choses qu'on a beaucoup moins l'occasion de faire en prépa. Même si en prépa, on apprend la rigueur, on est curieux. Et je pense qu'en termes purement de cours et même de culture générale et tout, je pense que j'aurais été plus épanouie en prépa. Mais dans le style de vie, j'ai été beaucoup plus épanouie à l'université. Donc c'est hyper personnel et je pense que vraiment, c'est à chacun de juger selon son parcours, ses compétences, ses limites, etc. Et pour HEC, moi, j'ai pas postulé à HEC parce que j'avais pas trop d'espoir, parce que je connaissais mon niveau quand même et je me voyais pas prétendre à HEC. Mais en sortant de Franklin, oui, j'ai pas mal de copains qui ont fait des prépas en 2 ou 3 ans et qui ont eu HEC. Et voilà. Et par rapport au choix de la France, ça c'est quelque chose... Choix de la France, moi je suis hyper attachée à Paris et même au style de vie que j'ai. Je suis partie en échange un semestre à Madrid pendant que j'étais à Assas. J'ai adoré ce semestre à Madrid. J'ai appris... c'était une vie très différente mais que j'ai beaucoup aimée. Mais moi je suis vraiment très attachée aux écoles parisiennes et même ça peut paraître bête mais mes frères et sœurs avaient fait des parisiennes. Donc j'ai un peu suivi aussi ce schéma familial. Et j'ai jamais pensé même à partir à l'étranger. Ah oui. Ouais. Enfin, si, mais dans des contextes d'échange ou de stage. Non, par mais exemple. je parle du choix de Mathias, par exemple, de vraiment faire un cursus. Non, ça, c'est pas quelque chose qui Post-bac, non, pas du tout. D'accord. Non, j'ai toujours pensé à la France. Ouais. Pas de regret non plus. Aucun regret. Non. De toute façon, avec le SCP, tu vas Je vais avoir l'occasion de voyager. Ouais. même si avec Assas, tu avais déjà amorcé le processus. Parfait. On va avancer un petit peu, du coup, dans le développement de vos études. Donc, de ce que je comprends, vous avez un point commun quand même, c'est que cette histoire d'école de commerce, c'était quand même bien présent dans vos esprits, avant même de rentrer dans vos cursus respectifs. Oui, complètement. Du coup, Mathias, comment ça s'est déroulé? Donc, tu avais déjà en tête cette volonté de faire des écoles de commerce. C'est quelque chose que tu as mis complètement de côté, tu étais focus sur IE Madrid, et puis voilà. Ou c'est d'une manière ou d'une autre quelque chose qui était présent dans ton esprit? Comment cette volonté d'intégrer une école de commerce après IE s'est matérialisée pendant ton cursus? Donc ma volonté d'intégrer une école de commerce, donc, elle était présente depuis le début. Mais voilà, elle s'est matérialisée, comme tu le dis, vraiment en dernière année. Donc il faut savoir que nous, à l'IE, on a un échange et un stage qui sont possibles. Donc on peut partir complètement pendant 1 an, ce que j'ai fait. Et en revenant, donc pendant mon stage, c'est là où je me suis vraiment mis à me renseigner, à évaluer les différentes options pour entrer en école de commerce en France. Et donc c'est là que j'ai hésité entre faire un GMAT ou un TAGE, et tout en sachant que j'étais en stage à ce moment-là, et que j'avais pas beaucoup de temps pour bosser le concours de management nécessaire à l'entrée dans ces écoles-là. Donc j'ai décidé de m'orienter sur le TAGE parce que comme tu m'avais conseillé, ce qui était sûrement vrai, que avec le temps que j'avais, je pouvais obtenir une note supérieure au TAGE
par rapport au GMAT. Voilà, avec 3 mois de préparation et donc 4 mois pour mon deuxième passage. Et donc voilà, j'ai commencé à me préparer au TAJ fin septembre du coup 2024. J'ai fait un premier passage en décembre, donc je crois que c'était le dernier passage de décembre, donc le passage où il y a eu le changement de score. J'ai pas eu le résultat que je voulais obtenir pour avoir HEC justement, donc j'ai décidé de le repasser en février lors de la deuxième session. Et voilà, après ça, j'ai eu le résultat que je voulais obtenir. Et j'ai donc appliqué sur Join a School, donc à HEC, à l'ESCP et à d'autres écoles du top 10, et à l'ESSEC en direct au troisième round, donc qui se terminait fin mars. Alors, avant de parler du TAJ et tout, donc tu as mentionné quelque chose de très obscur pour beaucoup de personnes. Join a School. Join a School, oui, c'est très obscur. Join a School, JS, Jazzif, Join a School in France. Est-ce que tu peux l'introduire, tout simplement? Qu'est-ce que c'est ce truc bizarre? Donc Join a School... Parce qu'au moment où je te parle, oui. je pense, parce qu'il y a des personnes là qui sont en train de postuler pour la première session, je pense qu'il y a des gens qui valideront un dossier semaine prochaine à Join a School qui ne savent pas encore ce que c'est Join a School. Oui, voilà. c'est normal. C'est une procédure très, très particulière. Aujourd'hui encore, je rattrape des personnes qui, selon moi... parce qu'en fait, dans le processus, juste pour résumer, donc là, à la prépa, on a d'abord conseillé aux étudiants de valider le GMAT, leur TAJ. Il y avait des étudiants qui étaient jusqu'au dernier moment en attente de validation, qu'on a en priorité fait bosser les dossiers ESSEC. Maintenant, on arrive sur la question de présenter HEC. Et il y en a beaucoup, on leur parle d'HEC, Join a School. C'est quoi Join a School? Donc voilà, si à la prépa, à cette période de l'année, il y en a encore qui ne savent pas ce que c'est, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui aimeraient être informés, à qui tu peux l'expliquer. Donc Join a School, c'est grosso modo un organisme qui va permettre aux étudiants étrangers, avec une simple application, donc une seule, de postuler à, je crois que c'est 6 écoles différentes. 5 écoles différentes. Bon, il n'y en a que 2 qui t'intéressaient. Ouais, donc il y a HEC, ESCP, et ensuite, je crois qu'il y a l'EM Lyon, Schema, Audencia, et c'est tout. Voilà, ça fait 5, on est bien. Ça fait 5. Et donc voilà, donc, c'est une simple application, il y a 3 questions auxquelles il faut répondre, donc c'est assez rapide. Et à la suite de ça, on reçoit nos résultats d'admissibilité, et on passe devant un jury composé d'un membre soit de chaque école, donc ça peut être des alumni, ça peut être des profs ou peut-être des étudiants, je ne sais pas. Et donc voilà, à la suite de ça, on a le résultat mais, pour chaque école. Mais ça ne va pas être une candidature spécifique à chaque école. Donc ça peut avoir des avantages et des désavantages, parce qu'on ne peut pas vraiment personnaliser notre dossier en visant une école en particulier. Mais voilà, moi ça m'a permis de gagner du temps, ce que j'avais pas forcément. Et donc, voilà. Et concrètement, comment tu as fait le choix de postuler? Parce qu'il y a aussi la possibilité de postuler à HEC en voie directe. Il y a la direct admission aussi de l'ESCP. Le Lyon a ouvert aussi il y a 2 ans ou 3 ans une voie directe d'admission. Pourquoi ce Join a School plutôt que d'aller sur hec.fr ou .com ou .du, je sais pas, bref, sur le site d'HEC, admission, master, voilà. Pourquoi passer par... Moi, c'était clairement une question de timing. Donc, comme j'ai dit, j'ai passé 2 fois le Taj Maj. Et donc, la deuxième fois, j'étais pile à temps pour pouvoir postuler au 3e round et pas me retrouver au 4e round, ce qui aurait réduit mes chances d'admission dans ces écoles-là. Donc, le fait de pouvoir créer un dossier pour les 2 écoles qui m'intéressaient, je trouvais ça vachement avantageux. Et comme il n'y avait pas forcément de différence voilà, sur ma possibilité d'admissibilité à ces écoles-là, je me suis dit que ce serait vraiment la meilleure option. Ok. Tu penses que si demain tu devais le conseiller à quelqu'un, pour toi, postuler en voie directe ou par Join a School pour HEC le SCP, c'est la même chose? Moi, je dirais de postuler en voie directe, quand même. Pourquoi?
Parce que je pense qu'on peut vraiment plus parler de soi. Je trouve que les essais de Join a School étaient assez restreints. On répond aux questions, je crois que c'était en 500 mots. Donc ça permet pas vraiment de développer sur ses ambitions, ce qu'on a envie de faire au sein de l'école, sur notre parcours aussi. Donc voilà, donc je pense que si ces personnes-là ont le temps, donc les personnes qui voudraient postuler ont le temps, je pense que ce serait mieux d'appliquer en direct. Alors, on est en plein dedans cette année, puisque là on est en train de faire des choix hein, sur la voie internationale. Est-ce qu'on postule en voie directe HEC? Est-ce qu'on postule en voie directe pour le SCP? Ou est-ce qu'on fait Join a School? C'est une question que je traite encore tous les jours aujourd'hui. Par expérience, il y a déjà un critère fondamental dans notre choix. Il y a la question du passeport. Euh, Passeport ou pas passeport, ça a une influence énorme déjà sur un choix sur Join a School. Ce qu'on observe, c'est que HEC est un peu plus accessible quand même, voire beaucoup plus accessible par la voie de Join a School que par la voie directe. Surtout pour des profils, on va dire, classiques. En fait, il y a deux types d'AST. Faut bien les distinguer. On va en parler aussi pour la France tout à l'heure. Mais déjà, c'est aussi valable en voie internationale. C'est pas du tout la même chose de venir d'une filière business à HEC Montréal avec un GPA de 3.3 que d'avoir un first en économie à la LSI. La filière, ça compte. L'université d'origine, ça compte. Et bien évidemment, les notes, ça compte. HEC, en voie directe, a une perception très élitiste du niveau académique des étudiants. Il y a des dossiers en voie directe, même avec passeport, qui vont être compliqués. On a le sentiment que le choix est un peu plus large quand même sur Join a School, mais uniquement malheureusement pour des étudiants qui ont un passeport étranger. Donc la question est de savoir, un Français au final, pour qui c'est déjà compliqué sur la voie directe, sur la voie de Join a School, dans les deux cas, il y a des gens français aussi qui passent par Join a School. Parce que il y a d'autres écoles, et par rapport à l'ESCP, on est quand même beaucoup plus nuancé. L'ESCP, justement, je vais en parler, peut-être que tu l'as constaté. L'ESCP, c'est vrai pour la voie directe et la voie Join a School, mais pour les Français en particulier, et aussi pour les étrangers à un certain moment, mais il y a un côté très aléatoire. Je pense que tu as dû voir des gens sauter de l'ESCP. T'en penses quoi? C'est vrai, j'ai vu donc beaucoup de personnes de l'IE ont appliqué à l'ESCP. Et donc globalement, on va dire que 80% des gens ont quand même été pris, ce qui est un chiffre assez énorme. Mais j'ai vu des dossiers, donc voilà, des gens meilleurs que ceux qui ont été admis, être rejetés pour des raisons qui restent aujourd'hui assez obscures. Donc voilà, comme tu le dis, il y a une part d'aléatoire. Mais je pense que globalement, le CP aime beaucoup les étudiants venant de l'étranger, avec un profil assez international, des expériences professionnelles. Voilà, c'est vraiment ce qui leur plaise, et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes de l'IE qui ont été prises. Après, je parlais de la différence entre les voies. Ah, de la différence entre les voies. Ouais, parce que en fait, ce qu'on observe, c'est que les gens qui ont un passeport pour HEC, il y a une facilité qui fait qu'on a plus tendance à les orienter sur Join a School. Mais en fait, pour les Français, c'est un peu plus nuancé, puisque les Français, on a ça quand même un petit peu moins d'aléas. Donc la solution intermédiaire, parfois, pour des étudiants français, c'est de peut-être postuler à la voie directe de l'ESCP. Il y en a qui renoncent tout simplement, hein, parce que statistiquement, si je prends un dossier classique de IE, quelqu'un qui a un passeport français qui a 7,5 de moyenne, c'est vrai que tu n'as pas parlé de tes moyennes, mais c'est vrai que toi, tu avais un dossier académique particulièrement béton. Si je prends un dossier plus moyen, c'est des dossiers qui passent jamais à HEC. Donc il y en a qui renoncent et qui vont se sécuriser sur la voie directe qui peut, dans certains cas, être plus accessible. Mais en majorité, on a quand même majoritairement des gens qui vont tenter la voie par Join a School. Pour les SEC, il y a moins de débats puisque les SEC, il y a une seule voie d'admission. Hein. Les SEC n'est pas sur Join a School, ni les DEC d'ailleurs. Hein. Donc on a bien dit, c'est HEC, ESCP, EM Lyon. Et d'ailleurs, vu que tu étais à IE, d'ailleurs, ça me permet de faire une petite digression. Est-ce que tu as vu des gens, par exemple, d'IE, rentrer à HEC avec un passeport français, par exemple?
Je crois qu'il y en a un qui est rentré à HEC avec un passeport français, mais il n'était pas en business. Donc je pense qu'il faut quand même avoir voilà, un edge, voilà, venir d'une autre filière pour vraiment justifier le fait de vouloir faire un master in management alors qu'on a déjà fait du management. Voilà, il avait aussi de très bonnes expériences professionnelles, donc ça a aussi joué. Mais oui, je crois il a postulé avec son passeport français et c'est passé. Ouais. Non, on constate la même chose, hein, encore une fois, hein, la filière, l'université d'origine et les notes. C'est la combinaison des trois, il suffit de ne pas avoir l'une de ces trois choses Oui, et ça c'est complique tout. compliqué. Parce que même un très bon GPA dans une filière scientifique, dans une université de troisième zone, ça passera pas à HEC. C'était en voie directe ou Journey School, tu sais? En voie directe, il me semble. Ouais. De toute façon, IE Madrid, dans les top universités européennes, bon, de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'autres références en Espagne. En Angleterre, par exemple, c'est bête, hein, mais même des universités comme UCL et King's passent difficilement. Hmm. Bon, Et si on même fait, si on fait LSI, nous, on la ressent, hein. Juste entre LSI et UCL, on voit une différence qui n'est peut-être pas aussi marquée quand on raisonne sur le territoire anglais. Et même à LSI, moi je suis là actuellement à l'ESSAC avec pas mal de gens qui ont été à LSI et qui ont quand même postulé à HEC. Voilà, avec LSI, avec la renommée qu'on lui connaît, voilà, ils ont quand même eu du mal à rentrer à HEC. Ah oui, mais de toute façon, même au Renault LSI, il faut un first, non? Mhm. Oui, first à LSI, dans la filière qu'il faut, là oui, c'est jamais gagné. Bon, j'ai jamais encore vu quelqu'un d'Oxford ou de Cambridge pour pouvoir dire s'il y a des facilités pour ces universités, mais ça c'est vraiment un manque, problème d'échantillon statistique. Mais pour avoir quand même un certain nombre d'effectifs de King's, UCL et LSI en particulier, pour l'Angleterre, c'est quand même assez marqué. Et je trouve que c'est un peu injuste parce que ça dépend aussi d'où on se situe. L'avantage en Espagne, quelque part, si je raisonne en termes de notes de dossier, par exemple, des gens qui rentrent à IE qui seraient au niveau de gens qui rentrent à King's UCN, en fait, vu que c'est IE la référence, il n'y a rien d'autre qui. Bon, il y a la concurrente SAD, qu'on juge au même niveau académique. Hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup Oui, je pense que c'est d'écart. On a similaire. eu le débat avec Clément d'ailleurs. Mais dès qu'on change de pays, en fait, on change de référence. Si je prends un Italien, Bocconi, ça va très bien passer. Alors que pareil, est-ce que je peux comparer Bocconi avec LSI? Enfin, c'est pas tout à fait la même chose. Et il y a une autre école qui est assez surprenante aussi. On a des gens, alors c'est une école que tout le monde ne connaît peut-être, si je prends le cas de la Suisse. Il y a des gens qui rentrent à HEC voie directe de l'HEC. C'est vrai, mais il y a aussi, voilà, comme tu l'as dit, cette dimension de filière. Mm. Voilà, donc c'était un truc qui est. Même s'ils font Mais quand c'est même la des seule, hein. masters À ma business, connaissance, c'est vrai. le HLS, c'est la seule école d'hôtellerie qui envoie des gens à HEC en voie directe. Mais c'est le cas. Bon. Est-ce que le HL, c'est plus compliqué à intégrer que l'UCL? Je sais pas. Enfin, je pense pas, parce que bon, C'est il y pas a, non plus. en fait, je pense qu'il y a des gens qui ont le même niveau que des admis à l'UCL qui rentrent à l'EHL. Il y a de très très bons profils avec de très bonnes moyennes. Mais si on raisonne en termes de niveau minimum requis pour intégrer, c'est vrai qu'on ne serait pas forcément sur le même type d'école. Surtout que le HL, pour moi, vu ce qu'ils étudient, vu ce qu'ils font, vu ce qu'ils ont envie de faire, c'est, de mon point de vue, plus devenu une école de commerce qu'une école d'hôtellerie. Oui, je suis complètement d'accord. Ouais. Voilà. D'ailleurs, ce serait bien qu'on ait quelqu'un de l'EHL. Hein. Ils ne sont pas nombreux, mais chaque année, 2 ou 3. Mais quand on voit les stages, bon, il y a toujours le petit stage où on apprend à mettre les couverts en première année. Mais très vite, ça part sur les fonds d'investissement, le conseil. Bon, C'est vrai. c'est un peu les mêmes débouchés. Du coup, si on prend toi du coup, l'évolution à ton tour de ton. L'évolution de mon... Parce qu'on a beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'à la base, le premier sujet, c'est commencer à évoluer du coup dans ton cursus à Assas. Alors moi, je suis rentrée en L1 du coup à Assas. C'est une année où je me suis concentrée sur vraiment que mes cours à Assas. Je travaillais pour les partiels, pour les galops d'essai. Et c'est en L2 que j'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais faire après Assas. Et donc pour les masters. Et donc je me suis inscrite à Prépaya. Et j'ai commencé à travailler le Taj Maj en fin de L2, donc il y a un an, en juin 2024. J'ai passé une première session en juin, que j'ai ratée. J'ai passé une deuxième session en septembre,
que j'ai ratée aussi. Et je voulais la passer avant de partir à Madrid. Et donc, le TAJ, on peut le passer qu'une fois par semestre. Et donc, c'est quand je suis rentrée de Madrid en février cette année, donc février 2025, que j'ai repassé une 3e fois mon TAJ et que j'ai eu enfin enfin un bon score. Et moi, c'est à la différence, vu que j'étais en France, moi j'ai tout fait en voie directe. Donc j'ai postulé à l'ESSEC, le SCP et l'EDEC. Et j'avais postulé à l'ESSEC au round 4, 3 pour le SCP et le round général pour l'EDEC. Et grosso modo, voilà. Mais donc j'ai quand même mis 3 fois à avoir un bon TAJ. Pourquoi autant de tentatives? Parce que c'était ma façon de travailler. La première fois en juin, quand je l'ai travaillé, j'étais en stage en même temps et je l'avais travaillé une semaine. Donc c'était vraiment une session test. Ensuite, avant de partir à Madrid en septembre 2024, j'avais plus travaillé, mais pas avec la bonne méthode. J'avais pas fait la semaine intensive de prépaya, etc. Donc j'ai retenu de mes erreurs. Et c'est en février où vraiment je m'y suis mise un mois avant la session. J'allais à prépaya dès que je pouvais. Dès que j'avais pas cours à Assas, j'ai fait toute la semaine intensive. J'étais hyper sérieuse, rigoureuse parce que c'était ma dernière chance et donc que j'étais stressée. Et je pense que c'est ça qui a payé. Enfin, c'est juste que j'ai mis du temps à comprendre la façon de travailler le TAJ-MAJ parce que j'ai pas assez rentabilisé prépaya dès le début. Voilà. Et ton parcours au TAJ, puisque toi aussi t'es envoyé relativement tard, comme tu l'as dit justement, c'est ce qui expliquait en grande partie ton choix de session. Qu'est-ce qui explique que ton... Donc moi j'ai Ton commencé, organisation, est-ce que c'est possible? donc comme je l'ai dit, j'étais en stage. Donc je finissais à peu près vers 19h30, 20h. Donc c'était à côté de Prépaya, donc c'était très pratique. Et donc je faisais toutes les sessions de 20h à 22h. Donc comme ça me forçait à travailler le soir. Ce que j'aurais pas forcément fait si je rentrais crevé du stage chez moi. Donc ça déjà je pense que ça m'a mis un bon coup de pied aux fesses voilà, pour m'y mettre. Comme tu as dit, je me suis inscrit et j'ai commencé à travailler le TAJ. Je crois que c'était ma première session, c'était genre le 20 septembre après Paya. Donc il me restait pas beaucoup de temps et comme je voulais appliquer pour le round 2 à la base, voilà, je m'y suis vraiment mis à fond. Euh, voilà, en fait, quand on fait autre chose à côté, il faut vraiment s'y mettre à 100%. Moi, clairement, tout mon temps libre, c'était le Taj-Maj. Voilà, je voyais mes potes de temps en temps, mais voilà, je sortais pas le week-end ni rien. Euh, le samedi, parfois, je venais après Paya. Voilà, on bossait avec d'autres élèves. Et donc, j'ai fait mon premier passage début décembre, enfin milieu de décembre. Donc, le passage où il y a eu le changement du barème. J'ai pas eu la note qui me satisfaisait, même si c'était pas mauvais non plus. Mais voilà, comme je voulais m'assurer voilà, d'avoir une très bonne note et je savais que je pouvais aller au-dessus, j'ai décidé de voilà, prendre 3 semaines de pause, donc fin décembre, les vacances de Noël, etc. Et de reprendre début janvier, donc quand je suis retourné à Madrid, là où j'avais beaucoup plus de temps. Et voilà, je bossais le matin avant d'aller en cours, un peu après. Je me suis quand même bien enfermé pendant 3 semaines, un mois, pour le repasser à la première session de février. Et là, oui, là, j'ai eu un score beaucoup plus élevé et qui me satisfaisait. T'es très pudique, hein. On parle de quel score du coup? J'ai eu 470 la deuxième session. Donc voilà, j'étais assez satisfait de mon score. Et rétrospectivement, qu'est-ce qui... La question va être la même pour toi après, mais parce qu'il y a beaucoup d'étudiants là qui se lancent actuellement dans le Taj-Maj. Selon toi, qu'est-ce qui fait la différence dans la manière de bosser? Qu'est-ce qui vraiment, surtout que tu as connu un premier échec, entre guillemets, tout est relatif, hein, il y a des gens qui seraient très contents, je pense, de ton premier score, mais voilà, comment tu l'as ressenti? Qu'est-ce qui, selon toi, peut-être distinguer les cas en fonction des sous-tests aussi, parce que tous les sous-tests ne se travaillent pas de la même façon. Mais voilà, pour une personne qui débute le TAJ ou qui a connu déjà une première déception, qu'est-ce que tu lui conseillerais vraiment, en fait, dans son fonctionnement? Qu'est-ce qui fait la différence? Moi, tout d'abord, je lui conseillerais de vraiment se concentrer sur ses points forts et voilà, au début, juste maximiser les chances d'avoir le score max sur ses points forts. Et ensuite, de se concentrer sur ses lacunes.
Moi, c'est ce que j'ai fait. Je savais que j'étais pas mauvais sur on va dire, tout ce qui était un peu numérique, donc raisonnement, condimine et logique. Non, pardon, logique, condimine et calcul. Euh, donc voilà, je me suis concentré sur ça au début. J'ai vu que j'avais atteint un bon niveau. Et je pense que ce qui a pêché sur mon premier étage, c'est d'avoir un peu négligé le français et le raisonnement. Donc la compréhension de texte, où donc c'est pas mon point fort, mais j'avais systématiquement moins de 30 quasiment. Donc voilà. Et ce qui pêche aussi au début, c'est le fait de s'entraîner sans timing. En fait, honnêtement, ça sert à rien de faire des exos comme ça et de les faire en 40 minutes. Moi, c'est ce que je faisais au début. Je prenais les feuilles de calcul et j'essayais de résoudre toutes les questions, même si je passais 15 minutes par question. J'essayais de tout résoudre. C'est pas de cette manière-là qu'il faut bosser. Il y a des questions qu'on ne pourra pas faire. Voilà. Et c'est encore plus vrai avec l'ancien âge parce qu'il y avait des points négatifs. Maintenant, on peut cocher, donc c'est au petit bonheur la chance. Mais, euh, mais voilà, donc c'est vraiment le timing et ce qui m'a permis d'avoir, je pense, cette note-là au deuxième tâche, c'est de m'être concentré sur la compréhension de texte et le raisonnement. Moi, là où j'ai vraiment progressé, c'est le raisonnement. Je me suis vraiment entraîné. Euh, voilà, j'ai compris comment interpréter chaque question. Voilà, notamment les questions C'est pas plus des questions de raisonnement plutôt que d'argumentation, je pense. ouais, exactement. Mm. Les questions de raisonnement, Mm. donc les menteurs, voilà, vous verrez ça. Ouais, c'était principalement les menteurs, les questions de Contraposé, placement, peut-être. contraposé. Contraposé, c'est assez logique. Voilà, Ça l'axiome dépend de pour qui, raisonnement hein. logique. Ouais, ouais, l'axiome de raisonnement logique. Euh, et voilà, il y a vraiment des méthodes selon la formulation de la question Mm. qui peuvent être voilà, apprises pour ne pas perdre de temps et voilà, et avoir tous les points en raisonnement. Et moi, je pense que c'est vraiment le raisonnement qui m'a permis au deuxième tâche d'obtenir ce score-là. Et aussi la compréhension de texte où je me suis entraîné quasiment qu'à ça. Ça veut dire que dès la première tentative, tu étais déjà à l'aise en calcul, du coup. Moi, le calcul et les condimines, comme c'est ce qu'on travaille principalement à Prépaya et comme c'est les épreuves où la plupart des gens avec du travail peuvent avoir de bons résultats, et surtout la logique aussi. La logique, j'ai vu peu de personnes à Prépaya, voilà, à la fin on va dire de leur période de travail du Taj-Maj, avoir moins de 50. On va dire sur 5 tests, avoir moins de 50 à aller un ou deux tests, c'était pas hyper courant. Voilà, on fait beaucoup de logique, on a les méthodes, il faut regarder les fiches. Voilà. Et moi, je trouvais ça aussi assez amusant, la logique, donc j'en faisais sur mon temps libre, Mais comme les deux ça. sont liés, hein. La Tout est logique a un lié, côté tout est lié. ludique qui fait que les élèves arrivent plus facilement C'est à ça. rentrer dedans. Il y a moins à réfléchir, on a vu, on n'a pas vu. Et je pense que c'est un facteur à ne pas négliger, hein. Les gens disent que la logique c'est facile, c'est pas que c'est facile, c'est que c'est peut-être moins chiant à bosser. Exactement. Je pense qu'il y en a, s'ils rentraient avec la même volonté, la même force dans d'autres sous-tests, auraient de bons résultats. Mais justement, et d'ailleurs, si on fait, on prend l'extrême inverse, tu dis la logique, donc il y a un côté ludique. Ce serait quoi le sous-test le plus chiant à bosser selon toi? Je pense que je pense que le français, si on n'a pas eu de parcours littéraire, si on n'a pas d'appétence pour ça, moi, voilà, je lisais quand même pas mal, etc. Mais en français, il y a des mots que je ne connaissais pas. Euh, donc, il faut vraiment adopter des techniques, donc soit raisonner par élimination sur les textes à trous, les fautes d'orthographe. Bon, avec l'ancienne méthodo, enfin avec l'ancien barème, bon, fallait pas y toucher si on n'était pas vraiment si on n'avait pas fait Bocagne. Euh, Sinon, voilà, ne pas perdre de temps là-dessus et se concentrer sur les textes à trous, les synonymes et voilà. Euh, on peut regarder des listes de mots, on a beau Et la faire plein de compréhension, tu choses. penses que c'est un sous-test où on progresse vraiment? Tu as eu le sentiment de progresser? Je pense que la compréhension, il faut juste s'entraîner à aller vite. En fait, il faut s'entraîner à lire le texte une seule fois, Oui, dire mais aller revenir vite, possible. c'est un peu un piège parce que parfois, le fait de lire plus vite,
Ça fait qu'on comprend moins de choses finalement. C'est aussi vrai. Est-ce que tu as vraiment eu... En fait, la question, c'est pas de lire vite, c'est de comprendre plus vite. Et c'est toujours un arbitrage à faire. Peut-être qu'augmenter la vitesse de lecture, ça va diminuer le niveau de compréhension. Et si on doit se relire, au final, on ne gagne pas du temps. Est-ce qu'avec le temps, tu as eu l'impression, enfin, si je compare le début de ta préparation et la fin, est-ce que tu as vraiment fait un gros gain sur ce sous-test-là ou... Bon, le gain devait pas être énorme, mais j'ai quand même fait un. Je pense qu'à la fin, je tournais au-dessus de 30, quasiment à chaque tâche blanc. Mais pour être très honnête, au début, j'ai complètement négligé la compréhension. Je me suis dit, bon, c'est du texte, machin. Je les faisais d'ailleurs en 20-30 minutes pour essayer de voilà, voir s'il y avait vraiment une logique ou pas. Mais je pense qu'il faut, en fait, c'est la répétition. C'est toujours la répétition et le travail qui va entraîner les résultats. C'est mon avis. Très bien. Et toi, le TAJ? Surtout qu'il y a eu 3 passages. Est-ce qu'on Ouais, peut faire moi, il y a eu un 3 bilan, passages. un bilan des 3 passages? Est-ce que tu en as retenu? Comment ça s'est passé? Ouais, alors moi, Et pareil. surtout, la vraie question, c'est qu'est-ce qui a fait la différence lors du dernier? Qu'est-ce que peut-être tu avais mal fait, mal compris? Enfin, voilà. Si on devait retracer ton parcours Taj-Maj cette fois. Ouais, alors le premier passage, franchement, je le compte pas trop parce que je l'avais travaillé une semaine avec un stage en même temps, donc c'était vraiment une session test, comme j'ai dit. Le deuxième passage que j'ai fait, je me suis vachement concentrée sur toutes les parties calcul, donc comme tu disais, Mathias, calcul, conditions minimales et logique, et pas du tout compréhension de texte, raisonnement, argumentation, expression, parce que je me suis dit soit que les textes changeaient tout le temps ou que les phrases changeaient tout le temps, donc ça servait pas vraiment de s'entraîner et que ça allait être sur le même moment. Et finalement, au deuxième, j'ai eu des bonnes notes dans toutes les parties calcul, mais compréhension de texte, etc., c'était catastrophique. Et surtout, j'avais du mal à me dire qu'on pouvait progresser en compréhension de texte, en raisonnement, argumentation, etc. Et c'est quand j'ai travaillé pour mon troisième passage, avec les cours de français de Prépaya, qu'en fait, je me suis rendu compte, par exemple, qu'en compréhension de texte, même si on se dit que les textes changent tout le temps, que les questions ne seront jamais les mêmes, qu'en fait, on peut vraiment progresser. Parce que dans les cours de Prépaya, on se mettait dans la peau du correcteur, parce qu'il y avait des questions hyper subjectives, par exemple, avec un texte, quel serait le meilleur titre pour ce texte? Moi, personnellement, ça m'énervait parce que je trouvais que c'était hyper subjectif, que toutes les réponses pouvaient passer, qu'on pouvait les justifier de toutes les façons. Et en fait, c'est vraiment... c'était Louise, notre prof à Prépaya, qui nous expliquait... Qui participera demain d'ailleurs. Ah bah voilà. Et qui nous expliquait hyper bien comment comprendre la question, gérer le temps, évidemment, parce qu'en 20 minutes, je pense que c'est ce qui surprend tous les élèves la première fois qu'ils passent le test. Et moi, un peu comme Mathias, je dirais qu'il faut vraiment se concentrer d'abord sur les parties calcul, condimine et logique, parce que c'est pas du bachotage, mais c'est vraiment la répétition, imprégner les méthodes. Et dans un second temps, se concentrer sur les parties littéraires, mais surtout ne pas les négliger, parce que franchement, quand on a travaillé, qu'on a compris comment... Et c'est vraiment rentable, tu trouves? Ah ouais, je trouve ça hyper rentable. Enfin, moi, raisonnement et argumentation, j'ai toujours été hyper nulle. J'ai jamais compris les vérités, les menteurs et tout. Mais par contre, compréhension de texte et expression, enfin, on peut vraiment progresser assez facilement si on se fouine des terres pour bien les travailler. Et ton score final, du coup? Mon score final, j'ai eu 427, nouveau score. Super. Donc, je sais pas ce que ça fait en ancien score, mais voilà. On va y revenir d'ailleurs. Hein. Non, je vais en parler tout de suite. Hein, parce qu'on en parlait avec Jordan tout à l'heure. Cette histoire d'ancien score, nouveau score. J'ai vraiment à clarifier les choses. On a été très surpris. Ça a été annoncé très, très brutalement. Hein. Je crois que ça a été annoncé vraiment fin décembre. Hein. C'était 2 semaines après les résultats de la dernière session de décembre. Bon, on nous annonce qu'il y a une réforme sur les scores. Bon, tout va bien. Un peu panique à la prépa parce que nous, Taj c'est assez stable, ça fait très longtemps que c'est le même système. Bon, on annonce la suppression des points négatifs. Alors, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Déjà, on fait confiance à la FNEJ hein, pour gérer les choses avec beaucoup de bon sens. Une hypothèse qu'on a écartée tout de suite et qui s'est confirmée, c'est qu'il était bien évidemment hors de question de faire une suppression rétroactive des points. Les gens travaillent avec une certaine règle. Il y a des gens qui ont une certaine appétence au risque, d'autres qui prennent plus de risques, d'autres moins. Ça serait complètement faussé de a posteriori dire finalement on compte plus les points négatifs.
Donc ça, c'est pas ce qui a été fait. Mais du coup, on s'est dit, bon, vu qu'on fait pas ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait des anciens scores? Donc les scores sont corrigés, on commence à avoir des retours d'élèves. On se rend compte assez rapidement avec mon collègue que les scores sont tous à peu près augmentés de 15%, avec des petites variations. Pourquoi il y a des variations? Ça, on l'a compris un peu plus tard. C'est que on a le même système à la fin. D'ailleurs, c'est un bon tip. Ça, hein. Si vous voulez savoir si une personne vous ment sur son TAJ, il y a un moyen très simple. Un score de TAJ finit toujours par 0, par 3 ou 7. Bon. Je vous laisserai faire le calcul à la maison, mais la petite règle de 3 qu'il faut faire pour amener le score sur 600 après avoir travaillé le score sur section fait que mécaniquement, voilà, votre score finit par 0, 3 ou 7. Et ce qui était étrange, c'est que les scores après correction finissaient aussi par 0, 3 ou 7, ce qui voulait dire que les corrections ont été faites à l'intérieur des sections. Ce qui fait qu'on n'a pas pile 15% à chaque fois. Ça dépend des gens. Je pense qu'ils ont dû rajouter plus de points pour retomber sur un 0,37 après avoir fait la correction de 15%. Alors cette correction de 15% m'a pas paru folle. On a même essayé de la recalculer mathématiquement. Et en fait, ce 15%, il vient pas de nulle part. 15%, c'est effectivement l'augmentation de score qu'on peut attendre en moyenne d'une personne qui a un TAJ correct, aux alentours de 320, 330, 350. Mais dans les faits, quand les gens ont un score beaucoup plus bas, ils peuvent espérer plus. Mécaniquement, voilà, quoi, il y a plus de points à aller chercher dans la masse de questions non répondues. Et de notre côté, dans les scores très élevés, par contre, c'est complètement faux. C'est l'inverse. Une personne qui a 450 otages, post-réforme, on est à peine à 5% d'augmentation de score. On n'est pas à 15%. Parce que forcément, quand le volume de questions se restreint sur la fin, quelqu'un qui a 477 par exemple qui a raté 14 questions, voilà quoi. Je pense que la suppression des points négatifs va pas l'amener à 550. Enfin, ça me paraît impossible. Donc on s'est retrouvé comme ça avec une inflation des scores sur les anciens scores, avec pour la première fois la prépa des scores au-dessus de 500, ça faisait plaisir. Hein. On a eu quelques scores au-dessus de 500, ça faisait très très plaisir. Et ce problème au niveau de la correction de 15%, on l'a remarqué très vite parce que dès les sessions de janvier, février et mars, on n'a plus de score à 500. Donc, on a eu une augmentation des scores, surtout le ventre mou là, d'étudiants corrects qui étaient à 360, 370 machin, qui atteignent les 400. Ok, donc c'est vrai que le 400 n'a plus la même valeur symbolique qu'avant. C'est plus facile d'avoir 400 maintenant qu'avant parce que le 400 va vraiment concentrer vraiment une masse de bons éléments parce que des étudiants vous avez dû en voir, des gens qui ont 360, 370, il y en a quand même beaucoup. Parmi ceux qui bossent et qui font les choses normalement. Donc c'est vrai que le 400 n'a plus la même valeur symbolique, mais c'est pas pour autant que avoir 450 c'est quelque chose de facile. 450 c'est encore très compliqué. Et à ma connaissance, en toute modestie, personne n'a atteint un vrai score en passage 500. Voilà, tous les 500 qu'on a eu à la prépa, c'est des 500 qui étaient issus d'une correction, ce qui confirme le fait que la correction est quand même exagérée. Donc 500 otages, on a très récemment eu un élève là, qui a eu 493, c'est tout à son honneur. Peut-être quelqu'un qui aurait eu 460, 470 avant, bon, on n'est pas sur quelque chose de... de toute façon, si la suppression des points négatifs entraînait vraiment une inflation des hauts scores, on l'aurait remarqué depuis très longtemps. Alors, maintenant on arrive aux conséquences. Les conséquences, c'est qu'il n'y en a quasiment pas. Il ne s'est rien passé de spécial. Hein. Alors déjà, au niveau de l'ESSEC, j'ai pas le sentiment que l'ESSEC qui situe, on va dire, l'ESSEC situe à peu près à 400 score maximal. J'ai pas le sentiment que l'ESSEC ait corrigé son barème. Le problème de l'ESSEC, c'est que la réforme, elle est arrivée à un moment... En fait, il y a trop de choses qui sont arrivées en même temps au niveau de l'ESSEC. Il y a eu plein de nouveautés. La plus grosse nouveauté, je pense, c'était même pas le détachage, c'est l'ouverture, qui t'a concerné d'ailleurs, des admissions au L3. Donc, la réforme plus ouverture au L3, ça a foutu un tel bordel au niveau des remontées qu'on a au niveau de l'ESSEC qu'en fait, on n'a pas compris grand-chose. Je pense que d'ici le mois de février ou mars de l'année prochaine, on aura les idées plus claires. Mais quand même, j'ai quand même fait certaines observations. Les scores très élevés n'ont pas été avantagés par rapport aux scores élevés. Si je prends un cas d'une personne à 400 par rapport à des scores à 450, 480, 490,
J'ai pas vu d'écart d'avantage particulier, même 500, puisque du coup, les gens qui avaient la correction à 500 ont aussi présenté ces scores dans les écoles. Parce que les gens qui étaient à 500, 510, 523, 500, même 527, je crois pour le score le plus élevé qu'on ait eu à la prépa, est-ce que ces gens ont eu des scores plus élevés? Non. D'ailleurs, on a une personne qui doit passer bientôt au webinaire, là, 523, elle est à l'EDEC. Voilà, parce que ça n'a pas permis d'entrer dans une parisienne. Donc, par contre, on a observé autre chose. Par exemple, l'ESSEC, qui symboliquement va prendre très peu de gens en dessous de 300 otages, applique la même règle. Donc, c'est quoi la conséquence? C'est que quelqu'un qui avait avant 300 otages pouvait, avec un très bon dossier, être admissible. Une personne qui, aujourd'hui, a 300 otages, peut encore être admissible. Mais son 300, c'était peut-être un score largement en dessous de 300 avant. Si on fait la somme de ces deux éléments, c'est-à-dire, si la réforme du TAJ arrive à tirer des bas scores à une zone acceptable de 300 et qu'elle ne donne plus un avantage significatif aux gens qui ont 450, 480, il y a des gagnants et des perdants. Donc selon moi, l'ESSEC est devenu encore plus élitiste au niveau académique qu'avant, parce qu'un très bon dossier, on va plus lui pardonner qu'avant d'avoir un mauvais TAJ. Mais forcément, si on lui donne un avantage, ça sera au détriment de notre. Et l'autre, c'est peut-être l'étudiant qui avait 13-14 à Assas, mais avait réussi à aller tirer un gros 420, 430 qui avait plus de sens avant qu'aujourd'hui. C'est la tendance qu'on a l'air d'observer qui est accentuée par l'explosion du nombre de dossiers, parce que c'est pas un choix anodin d'avoir ouvert au L3. L'ESSEC, c'est une école que je qualifiais de manière un peu ironique, mais pendant très longtemps, je disais l'ESSEC, c'est l'école la moins sélective du top 5. Si on fait le ratio nombre de candidats sur nombre d'admis, enfin plutôt nombre d'admis sur nombre de candidats, c'est factuellement l'école la moins sélective, parce que le seul fait d'accepter qu'à partir du M1, avec, on va y revenir d'ailleurs un peu plus tard sur comment on constitue un dossier ESSEC, un dossier qui est très compliqué à constituer, avec 2 référents obligatoires, des essais, etc., c'est l'école la moins sélective, parce qu'il y avait déjà beaucoup de freins avant d'entrer à l'ESSEC. Il fallait être en M1, il faut faire ceci, cela. Et même quand les gens voient tout ça, quand ils savent qu'ils n'ont pas le dossier, ils ne vont pas s'embêter à envoyer tout ça. Donc ça filtre un peu les dossiers. Je pense que le nombre de candidats à l'ESSEC en une année a été multiplié par 2 ou 3 facilement, du fait de l'ouverture au L3. Parce qu'il y a un point qu'il ne faut pas négliger non plus, c'est qu'il y a beaucoup de très bons étudiants, et vous devez en connaître, des gens qui ont 15-16 de moyenne, qui ont un montage. Bon, ils n'ont pas de parisienne dans L3, ils ont le M1 ou l'EDEC, voire même Schema ou Audencia quand ils sont mal conseillés. Et ils se disent, bon, j'intègre, quoi. Ils avaient déjà prévu psychologiquement d'intégrer une école, ils ne vont pas se freiner uniquement pour l'ESSEC. C'est pour ça qu'après Païa aussi, on a eu de très bonnes stats pendant très longtemps sur l'ESSEC, et on continue à en avoir. Alors, c'est pas que par rapport au TAJ, par rapport à l'encadrement, etc. On a toujours aussi beaucoup tiré les étudiants à tenter l'ESSEC en M1. Un étudiant qui n'avait pas HEC parce que quasiment personne n'est pris, et le ECP parce que c'est aléatoire, on a toujours conseillé aux élèves d'aller sur le M1 plutôt qu'intégrer le M1 ou l'EDEC, quand les dossiers sont très bons. Donc mécaniquement, ça a toujours fait comme ça, un stock de dossiers supplémentaires, peut-être poussé de manière un peu artificielle, sur l'ESSEC plutôt que sur des écoles comme le M1 ou l'EDEC. Donc voilà, sur l'ESSEC, on n'a pas vu de différence. Sur le ECP, j'ai vu aucune différence. Déjà, le ECP, il faut savoir que c'est une école, en tout cas en France. D'ailleurs, ce serait pas mal d'avoir ton point de vue sur la question. Les gens qui intégrent autour le ECP, avant même de parler de la réforme ou quoi, mais est-ce que tu as l'impression que le TAJ, c'est vraiment un élément décisif dans l'admission à l'ESCP? C'est quoi les parcours, que ce soit par rapport aux gens que tu as vus à ça, peut-être les gens que tu as connus à la rentrée? Ouais. Comment tu ressens l'impact du TAJ-MAJ à l'ESCP? Donc l'ESSEC, je viens de dire que c'est un élément important, mais qui n'a pas l'air d'être perturbé par la réforme, si ce n'est que directement, on a l'impression que maintenant, son poids a même diminué du fait de la réforme. Si on parle de l'ESCP, comment tu vois les choses? Moi, je pense, en fait, j'étais persuadée que la dimension internationale de notre parcours à l'ESCP était hyper importante. Et quand je vois les gens qui ont été admissibles puis admis, souvent ils sont partis en échange, mais ils n'ont pas une dimension internationale particulièrement originale. Ils n'ont pas tous vécu à l'étranger, ils n'ont pas tous été dans des lycées français. Donc souvent c'est des échanges, et de ce que je vois avec les personnes que j'ai rencontrées à l'ESCP ou même des personnes avec qui j'ai intégré, c'est que en fait c'est juste tout est hyper stable, c'est-à-dire que c'est un bon dossier, très bon dossier académique. Il y a un échange, il y a des expériences pro, il y a un bon TAJ. Sur moi, tout est lisse et tout est homogène, mais vraiment à un bon niveau.
Enfin, je pense que on peut pas se permettre d'avoir un score nul au TAJ pour intégrer le SCP. On peut pas se permettre d'avoir 0 expérience internationale. Enfin, je pense que c'est vraiment la globalité du dossier qui est hyper importante, contrairement à un ESSEC où tu le disais, où vraiment le dossier académique compte vachement. À l'ESCP aussi, mais un 14-15 est envisageable, alors que je pense que dans d'autres écoles, c'est plutôt 15,5-16 qui sont demandés. Mais spécifiquement sur le TAJ, si on prend le cas de gens autour de toi, est-ce que tu as vu des gens intégrer le SCP avec des tâches bas? C'est quoi les scores les plus bas que tu as vus à l'ESCP pour l'instant? De ce que je connais, qui ont intégré avec moi, on a tous eu des scores au-dessus de 400. Ouais, tous au-dessus de 400. J'ai une amie qui a eu 520 parce qu'elle avait été modifiée en décembre. Une 470, moi du coup 427. Un ami autour des 450. Enfin non, vraiment les tâches étaient excellents, c'est vrai. Et toi, par rapport aux gens qui étaient humanoïdes? Moi, on va dire que Je parle de l'ESCP. Hein, de l'ESCP, oui, oui. On va dire que le premium de l'international va jouer. Et les tâches étaient un peu inférieurs. Donc, c'était des tâches plutôt peut-être autour des 370, 380. Avant ou après Euh, correction? Avant. Ok. Non, après, pardon. Ok. Après. Hmm. Après, et avant, même avant, il me semble qu'il y a eu du 350, donc dans ces alentours-là. Mais nous, la spécificité, c'est que on pouvait prendre le test, donc le SHL, qui est le test interne de l'ESCP, Hmm. et c'est beaucoup plus simple puisque c'est un test qui va se rapprocher des tests qu'on peut retrouver voilà, sur les plateformes comme Job Test Prep ou autres. Les tests qu'on va avoir, par exemple, quand on postule au Summer en Investment Banking, c'est ce genre de test qu'on va avoir. Donc, c'est 15 ou 20 questions, pas très compliquées, voilà, d'analyse de graphique, de pourcentage, ces choses-là, un peu de logique. Donc voilà, et donc moi et mes amis qui ont fait ça leur a pas posé trop de difficultés. Et voilà. Et ce qui est important aussi, c'est qu'à l'ESCP, les gens qui ont intégré le plus facilement avec ce test interne, qui est quand même, je pense, moins valorisé que de faire le TAJ ou le GMAT, avaient postulé en première ou deuxième session, maximum. Voilà. Justement, la question des tests, elle est surtout importante dans les arbitrages pour les candidatures selon les sessions. Alors, moi, mon ressenti par rapport à l'ECP, il est quand même très différent. Je pense que vos observations sont quand même très liées à ce que vous avez perçu. Et l'ECP est une école tellement complexe qu'elle peut dévoiler des parts assez trompeuses. En pratique, je pense qu'on a à peu près tout vu à l'ECP en termes de profils qui ont intégré. On a tout vu à tel point que je filtre très peu. Je laisse quasiment tout le monde postuler parce que je ne sais pas ce que j'ai pas encore vu. Vraiment, ils peuvent être très surprenants sur la partie académique, ils peuvent être très surprenants sur les tests. Quand je dis les tests, j'englobe aussi le TOEIC parce que c'est vrai, bon, désolé, on parle beaucoup de la voie internationale, mais il y a aussi, c'est vrai, la question du TOEIC, en plus du TAJ, qui est importante pour certaines écoles. C'est vrai que pour les SEC, c'est pas le sujet le plus important, mais si je prends le SCP ou même les DEC, parce que du coup, tu as tenté les DEC aussi, on va en parler un petit peu. Alors, le SCP, c'est une école qui nous a réservé beaucoup de surprises. Alors, la première chose, des tâches très bas, le SCP intégré, j'en ai déjà vu. J'ai une anecdote comme ça. Hein. J'avais une étudiante qui était justement était à SAS. Donc c'était la petite copine d'un étudiant qui est arrivé très tardivement à la prépa. Elle voulait faire le barreau et puis bon, elle n'était pas forcément très focus sur les écoles. Au dernier moment, tiens, bien la tech prépa. Mais dans son esprit, elle va tenter les écoles les années d'après, à faire l'intensif d'été, etc. Mais elle passe quand même le TAJ dernière minute. Elle a dû passer son TAJ voilà, dernière minute. Elle se prépare à peine, elle a 260. Elle envoie son dossier à l'ESCP, elle me dit bon, elle n'a rien à perdre, peut-être qu'elle peut économiser une année. Et voilà, 260 admise à l'ESCP dans ces conditions-là. Je pense que c'est le score le plus bas qu'on ait eu. Je pense aussi en partie parce que, bon, déjà, c'est pas des scores qui sont très fréquents. Hein. Bon, quelqu'un qui bosse, c'est au moins d'accrocher, dans le pire des cas, 310, 320, parce que ça, des 300, 310, 320, moi, j'en ai déjà vu de mes propositions entrer à l'ESCP, mais
260, c'est quand même un score de tâche qui est quand même très bas. Et pourquoi selon moi elle a été admise parce que c'était un dossier académique monstrueux. Chaque école veut quand même, dans sa stratégie, attirer les meilleurs profils. Je comprends que, de manière totalement opportuniste, le CP voit un très bon dossier, voilà, 260 pour le coup, ça passe pas à l'ESSEC. Ça permet de récupérer un très bon dossier qui ne serait passé ni à HEC ni à l'ESSEC. Réciproquement, de très bons dossiers avec tout ce qu'il faut qui sont encadrés à l'ESCP, alors ça on en a vu dans tous les sens. Ce qui est le plus surprenant, je pense, c'est quand on observe ça dans les mêmes promotions. Dans des promos, parfois on voit des injustices, il y a des choix très étranges. Donc ça peut peut-être être une question de nationalité, parce que la nationalité, c'est vrai qu'on a un petit peu parlé, mais la nationalité peut concerner aussi la voie française, peut-être des expériences internationales. Le SCP a quand même voilà, des caractéristiques assez particulières. Par contre, il y a quand même une constante, dans toutes ces années qu'on a observées à l'ESCP. C'était encore plus visible à l'époque où il y avait des coefficients qui étaient publics. À l'ESCP, avant, il y avait le dossier COEF 4 académique, le TOEIC qui était COEF 2, le TAGE uniquement COEF 1. Donc déjà, en termes de coefficients, c'était déjà le plus bas COEF, sachant qu'il y avait encore les coefficients des oraux, il y avait l'oral COEF 4 de mémoire, COEF 2 pour l'oral d'anglais et LV1 obligatoire à l'époque. Oui, il y a une époque où il y avait une LV2 obligatoire à l'ESCP qui, mécaniquement, avait le même coefficient que le TAGE-MAJ, pour vous donner l'ordre d'importance. Et il y a un autre sentiment qu'on a eu, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses, hein, on n'a pas beaucoup de certitudes sur le SCP, mais il y en a peut-être une qu'on a, c'est que on a toujours eu le sentiment qu'il y avait une sorte de tâche minimum, en fait. Et qu'au-delà du minimum, il y a d'autres paramètres qui entrent en compte, parce que il y a quand même une frontière aux alentours de 330 où on a toujours senti que les dossiers ne passaient vraiment plus. Une sorte de seuil, un point de rupture à 330. J'ai toujours ressenti à peu près ce niveau de score. Parce que les gens aient 360, 300, 380, 400, 401, etc. Vraiment, on a vu tout se passer. Alors, quand il n'y avait qu'une seule session, on s'en fichait. Il n'y avait pas de problème, puisqu'au final, chacun présente son meilleur tâche. On envoie sa session, il n'y a pas de souci. Quand le SCP a sorti son système de session il y a 3 ans de mémoire, on a dû commencer à dire aux élèves, est-ce que tu présentes ou est-ce que tu ne présentes pas avec un tâche. Moi, alors en toute honnêteté, hein, j'ai mis comme seuil, de manière totalement arbitraire à l'époque, il y a 3 ans, un seuil à 337. Donc les gens qui étaient, je me souviens, c'était la session 2, puisqu'en session 1, bon, on n'avait pas pris trop de risques, il n'y a pas beaucoup de candidats, on avait tapé un peu plus haut, hein. On a dit aux gens 370, 380, on envoyait les dossiers, on a baissé le seuil après à 340 à peu près, par 337. Il y a même un dossier de Dauphine qu'on a envoyé à 333 de mémoire. Et on était en session 2. Donc on parle de quelqu'un qui avait la possibilité de repasser son tâche après. Les dossiers sont très bien passés. Et là, on est en session 1. Il y a des gens, je leur dis... parce que le problème des gens qui sont en session 1, c'est qu'ils passent directement en 3. Parce que la session de janvier, ils ne pourront pas passer le tâche. La session tâche-mage de janvier ne permettra pas de passer en janvier. Y a des gens qui ont vraiment un dossier très ric-rac, limite ils se disent c'est maintenant ou jamais. Parce que des gens qui avaient de très gros scores de tâches recalés en session 3 de l'ESCP, voilà, des 450, 480, 490 même si vous voulez, c'est compliqué. En fait, passer à un certain niveau, alors peut-être que le 337, 340 c'est très extrême, mais c'est des discussions qu'on a avec les élèves, hein. C'est une discussion qu'hier j'avais encore avec le père d'une élève. J'ai une élève qui envoyait à 330 son dossier pour plein de raisons le CP au premier semestre, parce qu'il y a trop de paramètres qui rentrent en compte. Et c'est pareil pour l'ESSEC, dans une certaine mesure. Parce que là, il y a des gens qui vont envoyer des dossiers aujourd'hui. J'ai fait des rendez-vous de dossiers ESSEC. J'ai des gens à 377, 380, 393 qui vont envoyer en première session. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé en session 3, en session 4, des très bons dossiers qui sont recalés, même avec des tâches-mages très élevés. En fait, pour chaque école, on va quand même définir un seuil. Il y a des gens qui vont dire que plus on a un score élevé, mieux c'est. Mais il y a tellement de contraintes, notamment le problème des sessions. Peut-être qu'on va rediscuter de la session 3 de l'ESSEC, hein, en particulier, qui a été quand même assez violente. Je ne sais pas si tu as un point de vue là-dessus. Ah non, tu étais en ASTF, pardon, plutôt toi. Les sessions 3 et 4 de l'ESSEC par rapport à ce que tu avais observé des autres sessions. Comment tu pourrais moi, j'ai postulé à la session 4 de l'ESSEC, ouais. comme beaucoup de mes autres amis, et on a été très peu à être admissibles.
Je connais 3 personnes qui ont été admissibles à l'ESSEC en session 4 et 2 sur 3 avaient postulé à l'ESSEC Singapour et n'ont finalement pas été admis. Et une avait été admissible en postulant à l'ESSEC Cergy et n'a pas été admise non plus. Et c'est Félicie, que tu verras la semaine prochaine, qui avait postulé, elle, à la session 1 de l'ESSEC et qui avait été admissible puis admise. Mais moi de l'ESSEC et même vraiment des éléments hyper forts qui étaient même au magistère à Assas, des super notes, super tâches, super TOEIC, vraiment un super dossier, n'ont même pas été admissibles à l'ESSEC ni session 3 et 4. Donc je pense qu'il y a vraiment... il faut vraiment privilégier le fait de passer en session 1 et 2 à l'ESSEC. Ouais. Alors, j'aimerais bien faire un commentaire similaire pour le CP, mais je crois qu'on a tout vu à l'ECP. On a vu des sessions 3 faciles, des sessions 1 infaisables, des sessions 1 faciles. J'ai, avec le temps, beaucoup moins d'idées arrêtées sur le CP, à tel point qu'il y a des situations un peu particulières cette année. Il y a des gens qui vont envoyer les SEC en première session qui vont pas envoyer le CP tout de suite. Hein. On arrive là quand même. Parce qu'au final, le CP, voilà. La seule certitude, c'est que le TAJ n'a pas l'importance forte qu'on croit, parce qu'en fait, il y a un gros biais quand même parmi les étudiants. Il y a un biais énorme. C'est que les très bons étudiants sont en général meilleurs au TAJ que les étudiants moyens. En moyenne, hein. En moyenne, oui. Je vois que tu lèves les yeux sur des exceptions, il y en a beaucoup aussi. Non, ce serait trop facile. On a ça dans tous les sens. Il y a des gens... Parce qu'il ne faut jamais oublier que le TAJ-MAJ, ça reste quand même un test, à la base, c'est un test d'aptitude. C'est pas un test de connaissance, c'est quand même un dérivé des tests de QI. Bon, je ne dis pas que c'est pour mesurer l'intelligence, mais c'est quand même fait pour mesurer une certaine agilité intellectuelle. Il y a quand même une corrélation entre la réussite dans les études et le TAJ. Bon, elle n'est pas de 1, parce que chacun a ses méthodes d'apprentissage. Il y a des personnes qui ont de très grandes capacités à apprendre en profondeur, qui sont un peu pathos, quoi. Ils peuvent comprendre des sujets complexes, apprendre des trucs compliqués à la fac, mais ne sont pas capables de faire une exécution rapide en mathématiques. Parce que le TAJ-MAJ, si on faisait une comparaison même par rapport à d'autres tests comme le GMAT ou GRE, c'est un test qui est ultra rapide. C'est pas le test le plus compliqué, mais ça demande une très très grande rapidité. Donc il y a des gens qui sont juste perturbés par rapport à la rapidité, mais dans les faits, un étudiant qui est très intelligent, qui a l'habitude de bosser à la fac, bon, le met sur du TAJ, il n'est pas dans les derniers, en général. Puis il y a aussi un aspect compétitif aussi, quoi. Bon, les gens ils sont compétitifs, ils ont envie de bosser. Donc il y a quand même un biais par rapport à ça. Donc l'éternelle question qu'on se pose, c'est est-ce que le même étudiant qui avait le très bon dossier, etc., qui est passé à 470, est-ce qu'il serait passé à 380 ou pas? Bon, dans la plupart des cas, on ne pourra pas savoir, on ne peut pas revenir en arrière. La seule chose qu'on peut observer d'année en année, c'est de prendre pour une école donnée, pour un type de dossier donné, le score minimal qui est passé. C'est la seule donnée qui vraiment a du sens. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui passent à l'ESCP avec des tâches 330, 340, oui, il y en a. Et à l'ESSEC, le 300 est un peu extrême. 300, ça va vraiment être réservé à des dossiers exceptionnels d'un point de vue académique. Mais dans l'autre sens, j'ai jamais vu un dossier pourri être repêché par un 450 ou un 500. Il y a un moment donné où ça s'arrête. Un intervalle de score entre à l'ESSEC, selon moi, c'est 350, 400 en ancien âge. Donc encore une fois, il y a deux options. Hein. Soit l'ESSEC a revu son barème, je pense pas que ce soit le cas. Et il y a un déplacement peut-être de quelques dizaines de points pour le corriger. Ou sinon, rester à l'ancien système et du coup, un 350 permet encore d'entrer à l'ESSEC et un 400 est encore suffisant. Voilà. Toi, les sessions, c'est quoi ton point de vue? Parce que bon, là, il faut bien comparer. On a quand même la STF et la STI, c'est pas tout à fait la même chose. Comment tu as ressenti du coup? Donc là, on partirait plutôt sur une boucherie sur la session 3 et la session 4. Ton point de vue sur les sessions de l'ESSEC? Mon point de vue sur les sessions de l'ESSEC, c'est... déjà, je sais que beaucoup ont postulé en session 2 à l'ESSEC à Cergy et ont été recalés. J'ai l'impression que c'est peut-être plus facile, mais peut-être que je me trompe d'intégrer directement l'ESSEC Singapour, puisque on a observé un truc, c'est que les gens qui ont été recalés en session 2 ont passé le mot aux gens en session 3, et moi je sais qu'il y a pas mal de mes camarades qui ont été pris en session 3 à Singapour. Donc voilà, après,
moi, je sais pas vraiment si ça aurait changé quelque chose si j'avais postulé en session 3 ou en session 4. Bon, du coup, la vraie Je douille, sais c'est pas vraiment. Singapour, c'est ça. La vraie douille, c'est Singapour, c'est ça. Alors, Non, on sait pas, mais non, Singapour, c'est super drôle. Alors, aujourd'hui, je suis pas. Enfin, je trouve que la différence ne justifie pas de vraiment subir la contrainte parce que bon, on parle pas d'aller à Nice ou à Lille. On parle quand même d'aller à l'autre bout du monde, dans une ville qui est quand même très chère. Euh, je me vois pas dire à quelqu'un de faire tout ce sacrifice uniquement pour monter ses chances à l'ESSEC parce que dans beaucoup de cas, il serait passé à Cergy. Et de l'autre côté, j'ai pas envie de frustrer non plus une personne, parce que ça peut exister aussi, hein. Il y a des gens qui peuvent vraiment pas aller à Singapour. J'ai pas envie d'infliger ça à quelqu'un, quoi. Quelqu'un, voilà, toute sa vie va se demander s'il a pas raté l'ESSEC parce qu'il a pas fait l'effort d'aller à Singapour, alors que si ça se trouve, il aurait été pris ni à Cergy ni à Singapour. Non, il y a une différence, mais le diplôme n'est pas bradé non plus. Je tiens à préciser que c'est exactement le même diplôme, c'est Ouais. juste qu'il y a un cas où on commence le cursus à Singapour. D'ailleurs, on commence à Singapour, on revient à Cergy. Dans l'autre sens, une personne qui commence à Cergy peut aussi partir à Singapour. Donc le diplôme n'est pas bradé, c'est exactement le même diplôme. Mais c'est vrai que j'ai toujours senti qu'il y avait une sélectivité un peu moins forte à Singapour. Donc une personne qui vraiment s'en fiche, qui est prête à partir à Singapour, je lui conseille d'aller à Singapour. Surtout que ça permet à des gens, alors toi tu as un profil international, mais il y a des gens qui ont un profil français, qui doivent dans tous les cas faire un quota de mois à l'étranger, 4 mois de mémoire. Commencer à Singapour, ça peut être une manière de se débarrasser de cette contrainte pour valider le diplôme et de passer à autre chose. Donc il n'y a pas une grosse différence. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus, parce qu'il y a une époque où je ressentais les cas encore beaucoup plus forts. Il y a une époque où vraiment on poussait des gens à préparer à vraiment postuler absolument à Singapour. Et je me souviens qu'en pleine période Covid, alors qu'on n'avait absolument rien demandé, les SEC, après l'envoi des dossiers, puisqu'il n'y a pas encore les sessions, c'est vraiment une seule session dans l'année. Donc peut-être que les SEC a fait une communication au mois d'avril ou au mois de mai, après l'envoi de dossier au mois de mars. Les SEC qui annoncent, en fait, il y a 30 places à Singapour cette année. Et là, les élèves pètent un câble, ils disent mais vous êtes fous, on ne serait jamais pris, on ne savait pas qu'il y avait aussi peu de places, etc. Et cette année-là, en fait, il y avait, c'était pareil. Il y avait toujours ce petit avantage accordé à Singapour. C'est juste que depuis le début, je pense qu'il y avait 30 places à Singapour, mais que pour Singapour, c'est beaucoup, parce qu'il ne faut pas surestimer le nombre de personnes qui vont à Singapour, parce que parfois les gens ont une image déformée. Il faut bien voir que l'AST classique de l'ESSEC, peut-être que tu vas nous en parler, mais il y a une population qui, par exemple, n'existe pas du tout à Prépaya. Bon, je ne leur en veux pas, hein, peut-être que c'est culturel, etc. En fait, on a très peu, en proportion, d'ingénieurs et de pharmaciens. Je pense que tu vois beaucoup C'est vrai. d'ingénieurs et de pharmaciens. C'est vrai qu'il y a des ingénieurs et des pharmaciens, ouais, j'en ai croisé. Ouais. Des gens en école d'ingé ouais, qui ont intégré les SEC directement. Il y a vraiment en AST, et oui, à l'ESSEC, il y a beaucoup plus d'AST que d'ASTI. Donc oui, j'ai eu l'occasion de croiser des pharmaciens, des ingénieurs, mais qui pareil sont rentrés en M1 ou carrément à la fin de leur cursus de pharma. Donc des personnes qui ont souvent déjà 23 ans, voire 24. Euh, donc voilà. Et en fait, il y a une différence, c'est que un ingénieur ou plein de profils pharma qui ont une autre vision des choses, Singapour, ils s'en fichent, quoi. Complètement. Et même plus globalement, il y a beaucoup de personnes qui rentrent via les AST qui n'ont rien à faire d'aller à Singapour. Donc peut-être que sur les 180, 160 plaques de l'ESSEC, les 30, ça paraît peu, mais si on tient compte des contraintes, parce qu'il y a aussi des contraintes, hein. Il y a des gens, ils sont dans un cursus, mais ils sont en train d'être à cheval sur autre chose. Tout le monde ne peut pas en fait supporter un éloignement aussi important. C'est pas comme le CP, on part à Berlin ou on part à Londres, c'est pas pareil. Donc c'est vrai que la communication du nombre de places à l'époque, du nombre de places à Singapour a été très effrayant, mais la réalité c'est qu'il a toujours été faible et je pense qu'il ne doit pas être beaucoup plus élevé aujourd'hui. Donc oui, Singapour, pourquoi pas, mais sous réserve de bien anticiper, hein, parce que c'est pas... Toi tu penses aller à Singapour ou pas durant ton cursus ou... Je pense potentiellement aller à Singapour ou de refaire un échange autre part. Mm. Je sais pas encore. Après, il y a un cursus assez intéressant avec Singapour, focus en corporate finance, parce que Singapour, c'est aussi là où les masters spécialisés sont obligés de passer, je crois, enfin, en finance. Donc voilà, donc je pense potentiellement faire le Et si summer on t'avait track. dit, vraiment, c'était pas du tout ton cas, tu avais quand même un dossier très bon.
Si on t'avait dit, genre les secs c'est chaud, par contre 100% de chance si tu démarres à Singapour, est-ce que tu l'aurais fait? Je pense que oui, quand même. Je pense que oui, parce que bon, Singapour, ça, voilà, ça reste assez sympa, même si c'est évidemment très cher, voilà, et toutes les raisons qu'on, enfin toutes les, voilà, les difficultés logistiques qu'on connaît à Singapour, c'est loin, c'est cher, etc. Je pense que c'est une bonne opportunité, et voilà, on peut ne faire que 4 mois à Singapour et puis revenir. Oui. C'est tout à fait possible. Et comme tu as dit, avoir le même diplôme à la fin et pas un diplôme bradé pour autant. Donc je pense que je l'aurais fait. Ouais. Et toi, à la suite du coup de ton programme, là, le CP, tu penses évoluer où? Bon, il n'y a pas Euh, Singapour, mais il y a d'autres choses Il n'y a sympathiques. pas Singapour, mais il y a du coup Madrid, Londres, Berlin, Mhm. Varsovie et Paris Mhm. et Turin. Et donc moi là j'ai commencé à aller à l'ESCP, on est obligé de faire au moins 2 campus sur les Mhm. 4 semestres, au moins 2 campus à l'étranger. Donc moi je commence à Paris au S1, au S2 je pars à Madrid. Ensuite on fait une année de césure, donc soit 2 fois 6 mois de stage ou alors un échange ou de l'humanitaire ou peu importe. Et ensuite au M2, eh ben, j'aimerais bien partir à Londres pour un an parce qu'il y a des spécialisations à Londres, à l'ESCP, qui sont hyper intéressantes et éventuellement en plus pour pouvoir faire mon stage de fin d'études à Londres aussi. Mais j'ai encore le temps avec mon année de césure et mes stages d'affiner mon projet pro, mais pour l'instant, voilà comment je vois la suite. Super. Alors, on va parler peut-être plus spécifiquement de votre vision de la prépa, parce qu'il y a beaucoup de... Il y a plusieurs alternatives, hein. On est encore sur une phase de rentrée où il y a des étudiants qui s'interrogent donc déjà sur le choix de test, l'intérêt de faire une prépa. Bon, on va pas parler du GMAT aujourd'hui, puisque pour le coup, on a deux étudiants Taj-Maj aujourd'hui, c'est votre point commun. Euh, Concrètement, je vous posais à chacun la question, mais c'est quoi, selon vous, ou quels sont, selon vous, enfin, les avantages? En quoi la prépa, c'est une valeur ajoutée par rapport à un travail individuel ou d'autres alternatives, une plateforme en ligne ou... Voilà. Comment vous avez vécu votre fonctionnement à la prépa sur les différents volets, que ce soit peut-être le TAJ, les dossiers, les entretiens, enfin voilà. C'était quoi ton point de vue, par exemple, Mathias? Et déjà aussi, autre question, est-ce qu'au moment de démarrer ta préparation, tu étais déjà convaincu de faire une prépa ou c'est quelque chose qui est venu avec le temps? Je pense que premièrement, ce qui m'a motivé à faire une prépa, c'est que j'allais pas rater d'infos. Voilà, clairement, je pense que le truc le plus important, c'est les informations qu'on va avoir, les petits tips, les timings, les stratégies à adopter. Ça, c'est primordial, à mon sens. Deuxièmement, je dirais que ça t'oblige un peu à travailler, en fait. Et ça, c'est important. En fait, si tu bosses pas régulièrement le TAJ ou le GMAT, je pense que c'est pareil, tu progresseras pas. En fait, moi, je l'ai senti, même quand j'ai arrêté, par exemple, quand j'ai repris pour ma deuxième session après 3 semaines de pause, j'avais régressé. Parce que je m'étais pas entraîné, parce que voilà, on perd des automatismes. Et, euh, et donc, je pense que voilà, pour les gens qui n'ont pas de mal du tout à s'y mettre seuls, même quand ils sont fatigués, même quand voilà, et qui n'ont pas besoin de cette sorte d'émulation qu'on peut avoir à travailler avec d'autres étudiants, que ce soit dans les cours du soir ou de la journée ou en semaine intensive, pourquoi pas. Mais je pense que moi, c'est les raisons principales pour lesquelles j'ai fait une prépa. L'encadrement, en résumé. L'encadrement. L'encadrement. Il y a aussi voilà, le nombre de tests. Ça fait des années que vous faites ça. Vous avez une banque de tests qui est quasi infinie. Voilà. Donc, ça, c'est des trucs qu'on n'aurait peut-être pas pu retrouver ailleurs. C'est vrai qu'il y a un gros sujet sur le Taj Mahal, c'est quand même la disponibilité des annales, hein. C'est quand même un système très, très obscur. C'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver le bon contenu parfaitement adapté dans une quantité suffisante pour développer de l'expérience. Et si on devait vraiment, de ton point de vue,
hiérarchiser les deux, ce serait vraiment plus quoi en premier lieu? Vraiment la disponibilité de l'information en termes de contenu ou l'encadrement qui serait vraiment l'élément le plus déterminant dans ta réussite? Je pense que je dirais quand même le contenu. Tu penses qu'il vaut mieux un contenu sans être encadré plutôt qu'être encadré sur du mauvais contenu? Ouais, déjà. Parce que par exemple, moi j'avais essayé de. Enfin, j'avais pas commencé avec ça, mais après avoir fait Prépaya, pour avoir une autre vision des exos, etc., j'avais fait le fameux livre, le grand manuel du Taj Mahal, là, le Mhm. livre jaune. Ça n'a Disponible à rien la à Fnac. voir. Et en plus, je me suis rendu compte, comme me l'a dit Zine par exemple, euh, qu'il y avait des tests qui étaient vraiment beaucoup trop durs pour ce qui était proposé, genre réellement le jour du Taj. Et des trucs qui avaient rien à voir. Ouais, comme Tu dans vois. les logiques, ouais, par Dans exemple. les logiques, par exemple, des logiques Parce qu'il y a des logiques. En que fait, je n'aurais jamais trouvé. c'est facile de faire une logique dure, en fait. Enfin, il C'est suffit très de- facile parce qu'il y ouais. avait vraiment des choses. Enfin, Alors côté que je concepteur, je m'entraînais. veux dire. Oui, Côté oui, concepteur, oui, non, c'est vrai. Il y avait vraiment des choses qui, même sans la correction, je n'aurais jamais trouvé. Mm. Alors que j'en faisais énormément, voilà, j'étais rodé, quoi. Non, parce que le vrai sujet, c'est. Parce que bon, concevoir une logique complexe, voilà quoi. Si on est vraiment dans l'idée que la personne ne trouve pas la réponse, enfin, n'importe qui peut en créer. La vraie difficulté en conception, en tout cas de bon contenu dans une prépa, c'est la proximité avec l'esprit de l'épreuve. Parce qu'en fait, on remarque à la prépa, on prépare 3 tests différents. On fait Taj Maj, GMAT, GRE. C'est le même programme, hein, en fait, c'est des maths niveau collège, mais 3 approches différentes. Si une personne veut passer de Taj Maj, GRE à Prépaya, ben, elle est obligée de refaire un cycle complet. Alors que c'est le même programme, hein, c'est ça le grand paradoxe. Alors que si je prends des filières universitaires, bon, ben, quand on prend 2 personnes qui font à peu près le même programme, elles pourraient basculer et traiter les examens l'une de l'autre. Alors que, encore une fois, c'est un test d'aptitude et pas un test de connaissance, strictement parlé. Alors, ton point de vue sur la question, du coup, la valeur ajoutée ou les valeurs ajoutées, voilà. Moi, je m'en suis très vite aperçue dans la différence. Enfin, quand je compare la façon dont je me suis préparée à chacune de mes sessions. Première session, j'ai rien fait avec Prépaya. Deuxième, un peu plus. Et troisième, vraiment, j'ai fait. C'est la seule fois où j'ai fait la semaine intensive où j'étais à Prépaya tous les jours pour suivre les cours. Donc, moi, je me suis vraiment rendu compte de la valeur ajoutée de Prépaya. Et je dirais quand même que. Certes, l'encadrement de la prépa est top, mais moi, c'est vraiment le contenu qui m'a convaincue à Prépaya parce qu'il y a des centaines et des centaines d'exercices, de types de questions, plein de techniques que Yous ou même Zine connaissent. Et d'abord, moi, je trouve que ça m'a mise en confiance parce que, je sais pas, je leur faisais confiance. Donc, parfois, j'aurais pu passer 10 minutes sur une question où vraiment je comprends pas et finalement, l'accessibilité avec les profs. Même il y a cet esprit un peu collectif avec les autres membres de la prépa où on s'aide quand on comprend pas une question. Donc, le fait d'aller en classe comme en cours, de suivre, moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé à Prépaya aussi. Et donc, non, moi, je focuserais vachement sur le contenu de la prépa. Et aussi un point où j'ai été très satisfaite de Prépaya pour la préparation aux oraux. Avec tous les étudiants, les créneaux qui étaient hyper bien organisés, tous les étudiants hyper disponibles avec des super conseils. Et j'étais hyper stressée pour les entretiens, pour les écoles et tout. Et vraiment, les oraux de Prépaya ont été top, je trouve. Et du coup, les decks, t'as pas passé les euros finalement? Non, j'avais déjà eu ma réponse de l'ESCP, donc je suis pas allée à celle de l'EDEC. Bon, ça fait une petite balade peut-être. Ouais. Très bien. Et une autre question, alors toi, t'as une particularité, hein, attends, juste une minute. J'ai 2 questions à traiter, hein. S'il y en a encore une, on aura le temps de la traiter, je pense. N'hésitez pas à poser des questions sur le live si vous voulez. Je vais juste revenir sur une particularité de ton parcours quand même, c'est par rapport au fait que tu aies choisi le Taj en venant d'IE Madrid. Parmi les autres personnes qui étaient avec toi, c'était un cas, enfin je pense que c'était un cas assez rare quand même. Peut-être 50. C'est quoi la proportion? Si on prend GMAT, GRE, Taj Maj? Bon, je dirais, on va dire, si je mets GMAT, GRE dans le même panier, je dirais que ça va être du 30-70, quoi. Un tiers quand même. Enfin, peut-être pas un tiers le GRE, mais j'avais quand même quelques amis qui ont fait le Taj avec moi Ok. pour intégrer les écoles françaises. Du coup. Donc pour toi, il y a la même proportion sur les 3 tests. Non, pas sur les 3 tests, mais voilà, la grande majorité font le GMAT. Ok.
Mais je pense que ça demande un peu plus de préparation, surtout si on n'est pas à l'aise en anglais. Mhm. Moi, j'avais longuement hésité, mais je savais que je voulais rester en France. Donc, je pense que voilà, c'était plus facile de scorer au Taj Mahal dans un laps de temps inférieur Mhm. par rapport au GMAT. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi le Taj. Ok, donc toi, c'était Taj Mahal versus GMAT. GRI, ça n'a jamais été. Si c'était j'ai il y dessous. en a qui l'ont fait. Non, mais toi, c'était pas dans ta Ah balance. non, quoi. moi, pas du tout. Ok. Non, non, j'ai même pas. C'est quoi, c'est par manque de connaissances ou. Ouais, premièrement, et ouais, Ok. ouais, je te connaissais pas. Ok. Toi, non, c'était évident de faire. Moi, c'était évident, le Taj Mahal. Bon, toi, on a compris, c'est la France. Ouais. Non, ouais. Toujours la France en premier. Ok. Bah écoutez, on arrive au terme donc de ce 4e épisode. Un grand merci. Hein. Des parcours très complémentaires avec une vision différente. Parcours international avec le parcours 100% France. Un grand merci. Merci beaucoup. À toi. Sauf si quelqu'un a quelque chose à rajouter, à préciser. Apprenez vos fiches. Oh, nous, mais pas dehors, Ouais, hein. Apprenez vos fiches. C'est Les très important. indispensables. Les indispensables. Voilà, les indispensables. Et apprenez l'alphabet aussi. Voilà, le Ah rang des oui. lettres. Ouais. Voilà, c'est tout. Merci. Merci. Allez.